marché qui est très intéressant, c'est que pour rénover, ça ne te coûte pas grand-chose. Donc j'ai fait venir quelqu'un qui m'a fait un devis, si tu veux. Je devais faire des travaux, salle de bain, cuisine, installer une chaudière. Et je lui dis, bon, tu veux combien? Tu veux- Il me donne un prix et puis je dis, sûrement. Il met 2000 balles au total. Et ça faisait que monter. Et du coup, tous les jours, il m'envoie un message. Et à un moment donné, moi, je fais FOMO. Mais lui, 2000, son compte monte à 180 000. Et donc, je vais dans le support Telegram de la plateforme pour dire voilà. Et il y a un gars qui me répond. Et il me dit ouais, et tout, attends, pour voir ton problème et tout, voici un lien, tu rends ton truc. Et moi, quand je passe sur le lien, je vois qu'on me demande ma seed phrase. Et je sais très bien que personne n'est censé te demander ta seed phrase. Et en termes d'estimation, à combien? Moi, je pense qu'il va redescendre assez. Non, Moi, je le short. Je le short, moi, le marché. Salut Gaël, merci de ta présence. merci à vous, Mathieu Elvis, de m'inviter sur le podcast de Belgium Invest. Exactement, oui. Voilà, on t'a invité parce qu'on sait, même si tu vas tout raconter, une petite passion pour l'investissement, aussi un peu entrepreneuriat, je pense. Complètement. Parce que si tu sais te présenter, raconter un peu ton parcours. Ouais, tout à fait. Je vais commencer avec la version courte. Donc moi, je suis aussi toujours dans le domaine sportif. Donc j'étais entraîneur de tennis. Et donc en parallèle, je faisais de la préparation physique et du personal training. Et toujours actuellement, je collabore aussi avec Basic Fit où en tant que head trainer, j'ai la licence d'exploitation de 3 clubs où je m'occupe du recrutement, de formation, de faire en sorte qu'il y ait le service de coaching en salle. J'ai aussi ma propre salle de fitness où on fait du personal training et du small group training. Et ça, c'est à Uccle, donc le Body Life Changing Club. Et en parallèle de ça, forcément, je suis dans les investissements. On essaie de se diversifier, crypto et ce genre de choses. Donc voilà, en résumé, la casquette un peu entrepreneur, investisseur. Depuis quand ça t'est venu cette philosophie pour le... En fait, depuis tout le temps, c'est venu. J'ai jamais été en employé, entre guillemets. Et ça, c'est venu parce que déjà, j'avais l'idée de mon projet qui a émergé relativement tôt. Fin de mes études en éducation physique, j'avais mon frère qui travaille aussi dans une boîte en tant que commercial, mais ça se fait aussi en tant qu'indépendant, entre guillemets. Et par rapport à mes projets, je me suis toujours dit, je pense qu'avoir une expérience commerciale ne peut être qu'une bonne chose. Et donc, en parallèle, j'ai aussi commencé là-bas. Et là, automatiquement, tu es automatiquement en tant qu'indépendant. Donc, c'est vrai que mon premier statut, les démarches pour être indépendant, etc., ça a toujours été le cas. Et quand j'étais en train de tennis, c'était aussi en tant qu'indépendant. Et donc, du coup, j'ai toujours été indépendant. Donc, pour répondre à la question, je dirais un peu dès le départ, en fait. Et tu as de la famille qui ils sont aussi dans l'entrepreneuriat, tes parents, tes frères, sœurs? Est-ce que tu as des frères et sœurs, par exemple? Ouais, j'ai un frère jumeau. J'ai une petite sœur. Mes parents, ils étaient bio-ingénieurs. Ils ont pas mal travaillé en Afrique, ce genre de choses. Ma sœur, elle est avocate aujourd'hui. Donc, c'est une forme d'entrepreneuriat aussi. Ouais, elle a eu aussi son parcours. Et mon frère, c'est aussi un entrepreneur. Ouais, lui aussi fait pas mal de choses. Bravo, félicitations. Vous investissez beaucoup en famille ou c'est des investissements localisés? Non, c'est vrai que je fais beaucoup avec mon frère, en fait. Au niveau investissement, c'est avec mon frère. On a aussi fait un investissement avec ma sœur aussi. Mais c'est vrai que principalement, en tout cas, le parc immobilier que l'on a, c'est avec mon frère. On fait ça en famille, ouais. Parler justement immobilier et peut-être autre en fonction de ce dans quoi tu investis. Si tu veux, on peut par exemple l'immobilier. Je sais pas. C'était quoi le premier bien que tu as acheté dans l'immobilier? Le premier bien que j'ai acheté, c'était un bien en Anderlecht sur Séninov et c'était un appartement, une chambre. Je me rappelle à l'époque, je crois que c'était en 2015-2016, je faisais pas mal de visites et c'est fou quand je vois l'évolution par rapport à maintenant parce que je me souviens que j'avais vu des biens qui étaient à 70 000 par exemple à l'époque. Alors forcément, il fallait tout refaire. Mais aujourd'hui, quand tu y repenses, on verra plus jamais ces prix. Et c'est fou parce que c'est vrai qu'au début, tu as un peu cette crainte où tu fais pas mal de visites et tout ça, tu n'oses pas trop te lancer. Est-ce que tu le fais? Est-ce que tu le fais pas? Je sais qu'il y a un petit temps entre le moment où j'ai acheté, au moment où j'aurais. Voilà, il y a un petit délai. Voilà, donc ça, c'était mon premier bien. J'ai pu bénéficier de l'abattement, mais j'ai quand même fait la stratégie où c'était plutôt pour mettre la location. C'était les 2 premières années. C'est ça, même en fait, ouais, exactement, ouais, quasiment. En fait, même quasiment tout de suite, en fait, en location, et c'était pas mal, ouais. Et tu l'as acheté il y a combien de temps et ça t'a pris combien de temps pour le trouver? Comme tu dis, de passer de ta première visite à l'achat. Alors ça fait un petit temps, donc je saurais plus exactement dire. Je sais que forcément au début, quand tu es intéressé, tu te renseignes un peu, tu fais des formations, tu lis des livres, etc. Tu te mets dans le mindset, tu visites, tu prends contact avec le marché. Et c'est fou parce que tu vois, à l'époque, je me rappelle, tu vas voir un bien qui est à 115 000, qui est complètement nickel. Tu vas dans un autre quartier, tu vois un bien à 115 000 où il faut tout refaire. Et du coup, en fait, tu prends la température et du coup, ça permet un peu plus de jauger, de se dire, OK, là, ce bien, ça vaut la peine. Je t'avoue aussi que pour mon premier bien, je n'étais pas 100% à l'aise de démarrer tout de suite avec des travaux. Donc moi, par exemple, mon premier bien, c'était un bien où ils avaient fait des travaux. C'était quasiment fait, j'entrais directement dedans. Avec du recul, c'est pas toujours... En fait, parfois, j'ai remarqué que tu as des gens, donc c'est un peu le métier des marchands de biens, il y en a qui font ça très qualitativement, il y en a moins. Et donc, du coup, c'est un peu... Ils essaient vite de cacher, vite faire des travaux pour que ce soit un peu présentable et comme ça, quelqu'un achète. Et après, tu te retrouves avec des problèmes. Tout dépend du profil aussi. Moi, par exemple,
quand je visite un bien, ok, je privilégie des biens où potentiellement pas beaucoup trop de travaux, en pensant que je vais pas mettre de l'argent dans les travaux, mais au final, il y a toujours quelque chose qui me dérange et du coup, je change. Donc, c'est parfois un peu bête de mettre de l'argent pour aller casser de l'argent par la suite. Ça, les gens ne le comprennent pas directement dès le départ. Mais moi, c'est clairement mon cas sur un bien sur deux, quoi. Petite fibre de devoir rajouter sa touche personnelle au bien en question. Mais bon, avec le temps, c'est quelque chose que j'arrive à effacer de... Ouais, ouais. Donc tu veux dire en fait que tu cherches le moins de travaux possible, mais que tu as des surprises et tu veux dire que tu te retrouves à vouloir apporter ta patte et faire plus de, C'est ça. ouais, plus de choses. Ouais. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant. Et t'investis où généralement? Uniquement Bruxelles ou... Principalement sur Bruxelles, même si aussi avec un ami, on a un bien en dehors de Bruxelles, du côté de Charleroi. D'ailleurs, ça c'était vraiment pas mal. Et on a aussi un bien à l'étranger, pareil avec des amis, on a acheté au Portugal, mais principalement sur Bruxelles, parce que c'est vrai que j'ai ce côté aussi, je sais que c'est des grands débats entre est-ce que tu achètes ailleurs et comment tu gères la gestion, est-ce que tu as un partenaire local ou est-ce que tu te mets dans une zone où tu connais bien et tu as aussi peut-être plus de facilité. Moi, je t'avoue que tout est relativement proche, donc moi, en termes de déplacement, allez, sur la plupart des biens, en 15 minutes, je suis là. Et j'avoue que ça m'aide pas mal, surtout quand tu as une gestion assez un peu dynamique, où nous, sur quelques biens, on fait par exemple une allocation courte durée Airbnb, et ça qui demande un peu plus de gestion entre guillemets. Donc c'est vrai que je dirais, même si on a quelques biens en dehors, principalement sur Bruxelles. Ouais. C'est une gestion que tu délègues ou tu fais beaucoup? Je fais moi-même. La partie un peu Airbnb ou... Plus pour la partie Airbnb et investissement à l'étranger. Airbnb, par exemple, est-ce que tu es souvent sur place? Est-ce que c'est toi qui fais la réception des clés, la sortie, ce genre de choses, ou tu essayes de le déléguer au maximum? Ouais, ouais. Alors, pour à l'étranger, on a la chance d'avoir un partenaire local, entre guillemets, qui s'occupe de tout. Et vu qu'on a acheté entre amis, ben, y en a un qui s'occupe, ou deux qui s'occupent vraiment de la gestion. Donc, là, je m'occupe de rien du tout, entre guillemets. Par rapport à la Belgique, c'est moi qui gère tout, avec, voilà, en essayant d'automatiser au maximum, de faire en sorte que ça prend le moins de temps possible. Par exemple, tout ce qui est réception de clés, c'est automatisé. Alors que c'est vrai que s'il fallait à chaque fois aller sur place, prendre des rendez-vous, etc., ça aurait été très compliqué. Et à l'époque, sur un bien, j'avais testé de prendre un gestionnaire, en fait, en me disant, bah, si jamais le parc s'agrandit, eh bien, ça serait peut-être intéressant de déléguer. Mais j'avoue que je n'étais pas 100% satisfait de la prestation, que ce soit justement de la prestation même en soi, de la rentabilité aussi. Et là, on retombe un peu dans l'adage de... C'est pas toujours le cas, mais peut-être quand on le fait soi-même, c'est parfois mieux fait. Pas toujours, mais là, en tout cas, c'est le cas. Et ce qui fait que je préférais gérer moi-même. Ouais. Et le process d'achat au Portugal, comment ça t'est venu à l'idée d'investir justement au Portugal avec des amis? Est-ce que c'est une opportunité qui s'est présentée une fois et vous avez sauté dessus, ou c'est quelque chose qui s'est travaillé en longue haleine et vous avez fait une analyse du marché et regardé au moins un peu où est-ce que vous vous implantez, si c'est Paris, si c'est l'Espagne, si c'est Luxembourg, quand on entend aussi. Ouais. Alors, c'est vrai que c'est une opportunité qui est venue comme ça. Moi, personnellement, j'étais pas en mode je vais acheter à l'étranger. Et en fait, c'est via un ami d'un ami, entre guillemets, donc un ami d'un ami légal, parce que sa mère est portugaise et il a bien aimé la région. Et quand il s'est implanté là-bas, eh bien, il a commencé à faire l'immobilier là-bas. Et forcément, il en parle à tel ami. Il a eu justement l'information que là-bas, il y avait des bons plans, que les prix sont intéressants, que les perspectives d'évolution sont intéressantes. Et alors, là, on décidait de le faire ensemble. C'était encore donc une opportunité où, à l'époque, tu pouvais acheter le terrain, tu pouvais aussi avoir un financement sur place, de manière à construire et te retrouver donc justement avec un bien à l'étranger sans que ça impacte trop en Belgique entre c'était une construction neuve, alors. Et du coup, ça a été une construction neuve, ouais. Okay. Donc, il y a eu un peu tous les travaux, mais comme je disais, comme ça a été géré par notre partenaire local, voilà, faire du suivi, peut-être de temps en temps aller sur place, etc. Ça s'est bien passé en tout cas. Et c'est où exactement? C'est du côté de Lourinhã. Lourinhã, c'est un peu à 50 minutes de Lisbonne. D'ailleurs, techniquement, c'est dans la province de Lisbonne. C'est chouette, c'est tout près, c'est en bord de mer, entre guillemets. C'est ça. Comment tu dis? Setúbal, près de Setúbal. Setúbal, je vois pas, mais je sais que c'est relativement proche ici de Nazaré. Je sais plus si Nazaré, c'est un peu plus haut, un peu plus bas. Et ça se développe pas mal aussi. Et d'ailleurs, pour vous donner un peu les grandeurs d'idées, nous, chez Culterra, on avait acheté plus ou moins 50 000. Et la villa, elle a coûté 400 000 €. Donc ça revient plus ou moins à 450 000. 5 chambres, on peut accueillir 10 personnes, il y a une piscine, etc. Et aujourd'hui, quand tu regardes, quand tu compares à la Belgique, parfois à 400 000, tu peux avoir un appart, mais une maison, peut-être une maison. Alors que tu as une villa, tu as des chambres, tu as une piscine, etc. Donc et puis du coup, quand tu loues en hors saison, etc., tu peux te retrouver dans tes frais, entre guillemets. Ouais. Donc ouais, c'était intéressant. Et Charleroi, tu as dit justement que tu avais investi là-bas. C'est quoi? C'est appart, maison? Alors Charleroi, c'était un lot de 5 ou 6 unités. Okay. C'était un lot de 5 ou 6 unités. Et ça, c'est un ami agent immobilier dans la région qui m'avait contacté par rapport à ça, qui m'a passé l'information. Et on a analysé. Et c'est vrai qu'à l'époque, je crois que ça commence aussi à bien monter, Charleroi-Mons. Ouais. Vous allez me dire un peu qu'est-ce que vous en pensez, je sais que vous êtes bien dans le domaine. Pour donner un peu les chiffres, c'était un bien, si je ne dis pas de bêtises, à 310 000 pour 5-6 unités.
Chaque unité pouvait se louer à minimum 500 €. Donc, je sais qu'aujourd'hui, c'est intéressant. Mais c'est vrai qu'il y a eu des petites surprises au niveau des travaux. Ah, vous inquiétez pas, il y a juste ça à faire. Et une fois que tu l'as, il y a ça, il y a un truc d'immédiat. Et voilà, pendant un petit temps, il a fallu régler des choses. Mais une fois que c'était fait, voilà. T'as toujours? Oh, on l'a toujours. Ah oui, expertisé ou pas? Actuellement, la valeur? Ouais. Non, ça, je ne saurais pas te dire. Okay. Ouais, je ne saurais pas te dire. Parce que c'est vrai que Charleroi, par rapport à d'autres régions, il y a toujours le loyer minimum, mais par contre, en termes de plus-value, le marché ne prend pas énormément par rapport à... Et d'ailleurs, par curiosité, vous, justement, par rapport en termes de région, vous êtes plus dans quelle région ou C'est plus Liège. Actuellement, moi, je regarde de plus en plus sur Bruxelles quand même. Quand tu compares en fait le prix à l'achat entre du Liège, Mons, tu sens quand même qu'il y a un petit retour en arrière à Bruxelles au niveau des prix d'achat des appartements ou même des immeubles de rapport. On a eu plusieurs années, en tout cas les 2 dernières années, où un immeuble de rapport à Bruxelles, en dessous de 500 000, on n'en trouvait plus. Ouais. Et là, de nouveau, il commence à de nouveau y avoir quelques biens à 400, 450 et des appartements que tu peux toucher encore à 170 000 avec travaux, certes, mais qui restent quand même plus intéressants au niveau ratio loyer prix d'achat que, par exemple, aller sur Liège où tu vas avoir pratiquement pour 10 000 € de différence le même standing d'appartement que tu vas acheter. Okay. Mais par contre, au niveau du loyer, le loyer sera légèrement déjà en dessous. Donc, je pense pour l'instant, en tout cas, moi, c'est ma stratégie. Je cherche de plus en plus sur Bruxelles actuellement que les 2 dernières années. Ok. Et j'allais dire étranger, tu as d'autres objectifs? Tu souhaites t'étendre un peu ou même racheter là où tu es au Portugal ou... Pour l'instant, pas spécialement. J'ai mon frère qui a investi un peu à l'étranger aussi dans différents pays. Moi, je pense Bali, ça peut être pas mal. Je sais que. Ouais. Comment tu dis? Il y a beaucoup. Ouais. Il y a pas mal d'opportunités, je pense. La seule différence, c'est que là, tu as moins de levier bancaire, entre guillemets. Il faut venir avec des fonds. Mais des data que j'ai, en tout cas, qu'on m'a partagé, c'est que je sais qu'il peut y avoir une belle villa à 200 000 plus ou moins, et 1 200 la semaine. J'entends souvent qu'à Bali, tu es autour de 20% de rentabilité en location normale, entre guillemets. Bon, après, ça reste plutôt touristique. Voilà, donc pour répondre à la question, j'ai ça qui me titille un peu, mais rien de concret. Après, ça fait une belle destination si jamais tu, c'est ça. tu veux y aller un peu. Après, je sais pas si c'est ça, mais il y a ce côté, j'ai remarqué, tu vois, quand tu pars en vacances, en général, tu vas louer des choses, etc. Et donc, parfois, même si tu as un bien à l'étranger, c'est pas pour ça que tu vas nécessairement bénéficier. Ou alors, si tu achètes un bien à l'étranger et que tu es plus en mode investissement, souvent, les meilleures périodes et tout ça, tu le mets à la location. Ouais. Et donc, peut-être, si tu n'anticipes pas, ton bien, il est loué et donc tu vas devoir faire un autre bien. Donc voilà, je trouve qu'il y a un peu... En tout cas, par l'instant, les personnes que je connais qui ont des biens à l'étranger, ça reste l'invest et ils n'en profitent pas encore 100%, tu vois. Ouais, bien sûr. Pour l'instant, en Belgique, c'est pas mal en tout cas. Est-ce que tu as d'autres types d'investissements? Est-ce que tu touches un peu à d'autres choses ou pour le moment, tu es focus? Non, j'essaie, comme je disais tout à l'heure, de me diversifier. Je fais un peu de bourse, plutôt les ETF, etc., les actions, et pas mal de crypto. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plutôt IMO crypto. D'ailleurs, je pense qu'on a un bon moment en ce moment. Ouais, donc je dirais ça, où j'essaye. Ma stratégie, en tout cas en bourse, c'est plutôt d'investir dans les ETF. Je sais qu'il y a un peu tout le débat sur le stock picking. Est-ce que c'est intéressant, c'est pas intéressant? Il y a des gens qui disent que si tu suis un index et tu bats le marché. Maintenant, je pense quand même que si on choisit quelques bonnes actions, ça peut être intéressant. Et donc, du coup, je fais des ordres automatiques. En fait, je me dis que j'essaie de tabler sur les domaines un peu d'avenir liés à la robotique et ce genre de choses. Ouais, c'est ça. Et du coup, crypto, pas mal. Ouais, là, je sais que c'est bien de garder un peu de cash, un peu en fond, etc. Mais à un moment, je suis quasi presque all-in. Ouais. Ouais, on voit souvent ça sur les réseaux où tu vois une image avec d'un côté ton compte bancaire et il y a 5 pièces et de l'autre côté, t'es all-in. Ouais. Et bourse, avant de passer sur crypto, t'es dedans depuis combien de temps et t'as quoi plus ou moins comme rendement du coup? Alors la bourse, à l'époque, j'étais de manière indirecte dedans parce que comme j'avais travaillé comme conseiller financier, entre guillemets, où je proposais des épargnes pension, j'ai été sensibilisé à la notion d'investir sur du long terme, d'investir régulièrement. Et donc, j'avais commencé très tôt. Mais donc, c'est de manière indirecte parce que j'avais pris du coup un plan chez une société. C'était pas encore moi qui gérais moi-même. Et je pense que ça vient aussi du fait que à l'époque, mais je crois que ça s'est facilité, mais on ne sait pas nécessairement comment le faire si on investir soi-même. Et c'est vrai que je sais pas comment ça s'est fait relativement récemment, en suivant, parfois c'est des conférences, parfois tu discutes avec telle personne. Et j'ai découvert comment investir moi-même en fait dans les ETF. Et quand tu vois ça, tu vois les frais que les compagnies tous se prennent et l'impact en fait sur tes revenus sur du long terme. Je me suis dit, je solde tout. Et j'investis moi-même. Après, je sais qu'il y a encore le débat entre, vu qu'en Belgique on bénéficie des avantages fiscaux, que ce soit pour l'épargne pension et différentes choses, est-ce que ces avantages fiscaux et les montages que l'on peut faire derrière, est-ce que ça compense entre guillemets les frais que l'on paye dans le champ de service? Et donc, du coup, est-ce que ça vaut pas la peine de maintenir un minimum? C'était encore la grosse question que j'ai eue. J'avais contacté quand on s'était rencontré à votre événement. Il y avait justement un conseiller financier qui était là.
J'avais posé la question en live, mais après, on a eu aussi l'occasion d'échanger. Et je suis quand même arrivé à la conclusion que ça peut être intéressant d'avoir une épargne pension et une EIP. Pas forcément tout, assurance vie, etc. Mais du coup, je pense que ça peut être intéressant. Et du coup, dans les ETF, après, tu as aussi le grand débat. Est-ce que tu diversifies sur le monde? Est-ce que tu as dans le SP500? C'est toujours un peu le 2. Est-ce que tu fais dans les deux? Mais moi, ma réflexion aujourd'hui, pour la partager, c'est... Je réfléchis en termes, OK, c'est quoi les secteurs qui arrivent? Forcément, il y a lié à la robotique, donc j'essaie d'être dedans. Je pense qu'avec la tech, c'est pas mal. Et donc, je suis dans le Nasdaq 100 aussi. Quand on se rend compte aussi que, par exemple, dans le SP500 aujourd'hui, c'est vraiment les grosses entreprises qui poussent, la question, c'est est-ce que tu prends des actions individuelles de chaque des grosses entreprises, Microsoft, Tesla, etc., ou est-ce que tu investis quand même dans le SP sur Tesla quand même, quand je vois tout ce qu'ils font aujourd'hui avec les fusées qui arrivent, les robots automatiques, etc. Donc, je pense que Tesla peut être pas mal. Et alors, j'essaie aussi d'être sur des proxys du BTC en bourse, notamment MicroStrategy, qui est en train d'exploser. Ouais, il explose. Après aussi, tu as les compagnies mineures aussi, etc. Et alors, je sais aussi que dans l'énergie, à l'époque, on avait parlé du palladium, mais je ne l'ai pas fait, l'uranium, parce que justement, avec tout ce qui arrive, l'IA, etc., ils vont être en forte demande d'énergie. Et donc, voilà, j'ai entendu parler de l'uranium. Donc, je me dis un peu d'énergie, un peu d'IA robotique, un peu d'SP 500 ou SP Monde, 2-3 actions stratégiques. Une BSP, comme c'est eux qui gèrent tous les fonds des ETF et tout, etc. Je pense que sur du long terme, ils ont un bel avenir. Et donc, je pense que ça peut être intéressant. Et alors, hier, quelqu'un me parlait qu'il y a GTA 6 là, qui arrive l'année prochaine. Et que donc, il me parlait de prendre peut-être l'action de la société qui sort GTA 6. Il dit, voilà, c'est l'occasion de le faire maintenant quand c'est Quand on regarde les sous qu'ils ont mis dedans, c'est en milliards. Hein. Ah ouais, 3 milliards, quelque chose comme ça, j'ai entendu. Donc, c'est énorme. Et donc, je me fais des ordres automatiques, du coup. Je passe par la plateforme Trade Republic, je trouve qu'elle est vraiment pas mal. En fait, j'étais sur DEGIRO et Trade Republic, mais DEGIRO, c'est qu'il faut faire manuellement les ordres, et tu peux acheter qu'à l'unité. Et donc, si tu as, je sais pas, l'unité de tel fonds qui est à, je sais pas, 200, bah, tu es obligé de mettre 200, alors que moi, sur Trade Republic, tu peux mettre le montant que tu veux, et puis quand c'est en automatique, il n'y a pas de frais, etc. Donc, ouais, en bourse, c'est là où j'en suis, en tout cas. Okay. On précise bien évidemment que ceci n'est pas un conseil en investissement. C'est juste ce que je fais. Exactement. Non, c'est important parce que c'est vrai que oui, peut-être qu'on donne des noms ou des stratégies, mais bon, c'est propre. Ouais. Non, hyper intéressant. Je vois que tu as fait déjà tes recherches. Et par exemple, pour ceux qui voient MicroStrategy, justement, c'est une entreprise et Michael Saylor, justement, le dirigeant, c'est lui qui détient personnellement le plus de BTC, le plus de Bitcoin. Et du coup, c'est vrai que quand on compare le graphique du Bitcoin par rapport à son action à lui, ben, c'est vrai que pour le moment, en hausse constante, hein, vraiment. Ouais, j'ai vu. Ok, ouais, intéressant. Et je voulais savoir, et vous, du coup, en bourse, vous êtes... Nous, en bourse, on avait regardé justement... C'était pré ou post-Covid? Post-Covid. On était au début. En Belgique, on n'était pas encore en confinement. On entendait déjà parler de l'évolution du virus et tout ce qui s'ensuit. Et donc, nous, on s'était positionné sur actions pétrolières. Et donc, comme les actions ont bien chuté, ils étaient passés de $40 pièce à 0,80 centimes. Ouais. On avait stocké au max. Puis à un moment, il se passe au niveau américain, la Fed a commencé à faire tourner la planche à billets et aider justement les compagnies pétrolières. Okay. Ce qui a fait que les actions ont légèrement reparti à la hausse. Donc on est passé de 0,80 centimes à 4 € pièce, chose comme ça. Et puis après, on était vraiment dans le vif du Covid. Et en écoutant un peu les analystes, les économistes qui étaient vraiment très pessimistes à l'époque, ils disaient non, si vous avez du pétrole, jetez, parce que c'est impossible qu'ils arrivent à se retourner après le Covid parce qu'il n'y a personne qui bouge, les voitures sont tous à l'arrêt, ils ne vendent pas du tout. Il y a du pétrole qui est jeté carrément à la poubelle parce qu'ils ne savent rien en faire. Et donc, par panique, qu'est-ce qu'on a fait? On a vendu. Sauf qu'il y a quelques temps, on retourne voir l'action en question. Elle est à $53 aujourd'hui. Ah, ouais. Regardez, on aurait bien performé sur nos investissements. Quoi. Donc, après, c'était quand même bien remonté. Hein, depuis. Ouais. Okay. Donc, ouais, et puis sinon, c'est vrai qu'il y avait aussi la période Tesla. Hein. C'est vrai que tu en as parlé, mais on s'était aussi positionné. Hein. En tout cas, pour ma part, oui, juste avant qu'il performe. S'il avait atteint combien? L'action, c'était combien? $700? Je sais plus. Ah, j'ai plus les prix en tête, mais... Je sais plus. Là, il faudrait revérifier, mais c'est vrai que positionné là-dessus aussi. Et c'est vrai qu'entre-temps, il y a eu la découverte de la crypto. C'était plus focus là-dessus, sur la bourse. Ok. Après, évidemment, tout dépend toujours risque-rendement. C'est vrai qu'en termes de plus-value, évidemment, plus de volatilité, plus de risque, mais bon. Oui, tout à fait. D'ailleurs, tu parles, c'est vrai que ça fait penser à un peu la cyclicité. Je t'avoue que moi aussi, à un moment donné, j'avais quelques capitaux en bourse. Et je sentais que par rapport à la cyclicité, quand tu fais le risque-rendement en termes de, OK, si ça reste en bourse, voici le potentiel sur 1, 2, 3 ans. À un moment donné, j'avais soldé toute ma bourse pour investir en crypto, justement. Et puis après, j'ai quand même recommencé un DCA progressif.
comme tu dis, par rapport à cette réflexion. Et je sais qu'à un moment donné, j'avais vu, vous vous rappelez quand Facebook a craché de ouf? Ouais, Ouais. ouais. Ça, c'était une opportunité. Après, ça s'est bien remonté. Mais après, je pense quand même sur du long terme, si le truc du métavers et tout se développe C'est avec bien, le métaverse qu'il ça a. peut être pas mal. Mais c'est vrai que là, il y avait aussi une petite possibilité en tout cas. Ah ouais, il a complètement craché quand on a vu son projet métaverse qui ressemblait Oui, pas à grand chose par rapport. c'est ça, ouais. Ça traîne un peu avec Meta, etc. Moi, c'est plutôt l'inverse. Actuellement, j'aime beaucoup moins de crypto. Ok. Je stocke plus en bourse sur des ETF, même l'épargne des enfants. Tout ça, j'ai sorti tous les plans pension que j'avais un peu avec les compagnies pour aller stocker sur des ETF parce que les rendements sont bien plus élevés. 2023, j'ai 22% de rendement sur le S&P 500, quoi. Nice. Donc, je me dis, à terme, j'ai pas besoin forcément d'aller checker, par exemple, l'historique ou l'histoire de certaines cryptos avant d'investir. C'est qu'au moins quelque chose de plus tangible sur lequel je peux investir directement Ouais. sans pour autant me prendre la tête, quoi. 100%, c'est vrai. Je te rejoins là-dessus. Après, il y a aussi pas mal de gens qui sont en mode, OK, si je fais de l'argent en crypto, bah après, qu'est-ce que j'en fais? Et après, justement, ils se disent, bah, je vais faire de l'argent en crypto, puis je vais le faire en IMO, puis je vais le mettre en bourse. Et justement, après, eux, leur but, c'est de sortir après et de le mettre. Et je te rejoins, parce que je pense que à un moment donné, c'est intéressant. Mais moi, je me dis, par rapport à la sécurité, je pense qu'il y a un coup à jouer maintenant pour. Je dis rien, mais. Pas de conseil d'investissement, on l'a dit, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que oui. Mais de toute façon, on le voit, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est de suivre les flux financiers. Et on le voit, par exemple, les montres étaient très corrélées Oui. aux crypto aussi. C'est vrai que quand tu regardes un peu les graphiques, évidemment, tu génères énormément de cash avec tel ou tel marché. Là, dans ce cas-ci, par exemple, c'est la crypto. Et Ouais. après, les gens, justement, ils ont besoin de diversifier, de sortir. Et donc, tu vois, en fonction de tes revenus, tu investis, tu t'achètes une montre parce que tu l'as bien mérité. Ouais. Le cycle est très difficile, psychologiquement, c'est pas évident. Tu t'achètes de l'IMO, tu t'achètes une voiture, et donc c'est pour ça que les marchés. Et donc, si moi je dois donner mon propre avis, c'est vrai que pour l'instant, ma stratégie à moi, ce serait plus crypto. Et puis, une fois justement que tu du cash, tu diversifies justement OK. peut-être une montre. Est-ce que la montre est un bon invest? Mais il faut savoir se faire plaisir aussi. Oui, mais- c'est vrai. Non, je pense que c'est à voir un petit peu. Faut voir un petit peu. C'est vrai que c'est intéressant, justement, c'est investir dans les montres. Déjà, ça dépend des modèles. C'est vrai qu'on avait fait un événement, justement. Oui, j'ai entendu ça. On avait fait venir un horloger qui est spécialisé, justement, dans. D'ailleurs, je connais 2 amis communs qui, suite à ça, ont acheté des montres. Ouais, c'est ça. Exactement, oui. Oui, pour le citer, c'est l'artisan du temps, justement, qui se reconnaîtra. Et lui, justement, est spécialisé dans toutes les montres, un petit peu de luxe, de collection et autres. Et donc, il est venu, justement, pendant l'événement pour parler, justement, sur quels modèles sont les plus prometteurs et ainsi de suite, à quoi il faut faire attention, parce que c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de contrefaçons et autres. Donc, très intéressant. Et de ce fait, comme tu dis, quelques personnes ont été acheter directement des montres et c'est bien pour diversifier, je trouve que c'est pas mal. Après, tout dépend de la stratégie. Moi, dans mon cas, ce serait pas pour acheter-revendre, c'est plus créer un patrimoine, peut-être même déléguer aux enfants. Je trouve ça très sympa Ouais. de leur garder des petites pièces, des petits. Ça dure dans le temps, donc c'est sympa. C'est vrai que c'est une bonne diversification également. Après, je sais aussi, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est quand ça change un peu. C'est comme par exemple en immobilier, il y a eu pendant le Covid, à un moment donné, les prix étaient très montés, les prix sont redescendus. Tu as la liquidité aussi en termes de facilité d'échange. Les montres, à un moment donné, je me rappelle que c'était vraiment le boom. Les gens pouvaient acheter une montre à tel prix, puis la revendre à tel prix, si c'est dans une logique de trading, ou même quelques années après. Mais je connais aussi des personnes qui, personnellement, quelles que soient les raisons, à un moment donné, quand ils ont voulu vendre, c'est pas si facile que ça, relativement récemment en tout cas. Pas si liquide que ça, ouais. Ouais, c'est ça, liquide, et même en termes de revente et même de plus-value, il y avait même des montres qui, à la base, à l'époque, partaient très bien, qui aujourd'hui partaient beaucoup moins bien. Pour dire, après, comme tu dis, c'est peut-être simplement une phase dans le marché à un moment donné. Ouais, c'est une correction là sur les montres. Ouais, mais c'est vrai, quand tu regardes le graphique, il y a une hausse qui était naturelle. Ouais. Donc là, on est retourné justement à l'endroit qu'on était censé être. Mais je suis curieux de voir justement si bull run crypto il y a, et chacun se fait sa petite opinion. Je vais suivre en parallèle le marché un peu des montres, voir que certains modèles s'ils performent. Parce que ça c'est m'étonnerait corrélé. pas. Ouais. Les gens qui sortent et puis après ils veulent acheter des montres. Ouais, bien sûr. Ouais. Et toi, les montres? Les montres, je suis pas spécialement dedans, dans le sens que j'ai pas encore pris le temps de me pencher en fait. Parce que t'étais pas à notre event. Après, je te cache pas que même si je suis converti, imaginons aujourd'hui, voilà, Gaël, t'as 30 000 €, tu peux acheter une belle montre qui, sur 5 ans, peut prendre telle valeur. Et avec ce budget-là, tu le mets en crypto. Je suis pas sûr que j'achète la montre, tu vois. Bien sûr. Et c'est dans ce sens-là aussi. C'est-à-dire que même dans une logique de diversification, par rapport à un capital donné, comment je le réalloue. Et actuellement, en tout cas, à mon état actuel, c'est vrai que du coup, comme j'étais moins intéressé par rapport à ça, j'ai pas trop eu le temps de creuser la question, entre guillemets. Donc voilà, c'est vrai que je suis un peu moins dans. J'apprécie les bonnes choses, mais montre, voiture, je suis pas encore. Je m'y connais pas encore trop. Oui, et puis comme tu dis, ça dépend vraiment de la stratégie de chacun. Rien à faire Ouais, en fonction de ton âge, ton patrimoine, le risque que tu es prêt à prendre ou pas. tout à fait. Ouais. Et je pense que c'est étape par étape, en fonction des opportunités du marché. Et pour moi,
l'opportunité actuelle, moi, elle est clairement dans la crypto. Et ce n'est que mon avis, mais je pense que voilà, si cycle il doit y avoir, il va bientôt arriver. À voir, je m'avance pas sur la date. Voilà, moi je suis persuadé Moi, je te rejoins complètement. Et d'ailleurs, tu dis que tu t'avances pas sur la date. Mais si on devait faire un petit exercice en termes de intéressant. faire des pronostics. Intéressant. Déjà, moi, j'attends de voir. On a vu que voilà, on est le 1er novembre. On a vu que le Bitcoin avant-hier a performé énormément. Ouais. Il est passé, je sais plus combien, jusqu'à 73. On a quasi fait un plus haut. En tout cas, sur Binance, on l'a pas fait, je pense. Ça a arrêté à quelques dollars. Ouais, il y a ce débat entre ils l'ont fait ou ils l'ont pas fait. Ouais, selon les plateformes. Ouais. Et ce qu'il y a, c'est qu'il va y avoir les élections américaines et moi, je pense que ça va jouer énormément. C'est ça. Ouais, je pense que là, ça va être un peu le déclencheur parce que ça fait des mois que toutes les nouvelles sont bonnes. Enfin, toute façon de parler, il y a quand même la partie guerre et des bonnes annonces, la baisse des taux et autres. C'est prometteur. Mais pour le moment. Donc, moi, je pense qu'à partir des élections, si ça doit se dessiner, ce sera plus ou moins à ce moment-là. Je pense que ça pourrait décoller. En fonction évidemment de qui va gagner. C'est 100%. Ouais, moi je te rejoins aussi par rapport à ça. C'est vrai que quand tu parlais de tous les catalyseurs qu'il y a eu, il y a les élections. En tout cas, tous les graphes montrent que c'est corrélé par rapport au monde des évolutions. Tu as aussi historiquement le quatrième quadrimestre qui est dans le vert. Donc, et puis il y a tout ce débat, est-ce que les cycles se répètent actuellement? Les datas montrent que c'est proche. Pas 100%, voilà, c'est des nuances. Je parlais tout à l'heure de la planche à billets qui se fait, qui imprime et de ça qui est aussi un catalyseur. Il y a eu le halving aussi, puis après tu as toute ta timeline par rapport au halving, qu'est-ce qui se passe. Et ouais, c'est vrai que tout ça rend bullish. Et donc, du coup, c'est vrai que tous les indicateurs qu'on peut suivre, parce que maintenant, je trouve maintenant que les gens sont, quand je regarde par rapport au cycle précédent, je sais pas si c'est moi maintenant qui suis d'autres personnes ou pas, mais ils sont plus pros. J'ai l'impression, et d'ailleurs, je me pose la question, mais si tout le monde est à ce niveau-là, il y a un problème. Ils sont tous là avec des indicateurs de ouf et tout. On est très loin du top, mais si tout le monde sait ça, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et c'est vrai que tous les indicateurs, allez, t'as la courbe des vues sur YouTube qui est au plus bas, t'as les recherches Google qui sont super bas, donc tous les indicateurs sont dans le vert pour dire que on est loin du top, parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire, pic précédent, on s'était tous fait berner, ça monte, il y a une correction, tout le monde voyait le 100K, et ils sont très forts les market makers pour créer un sentiment où tu es là, mais oui, mais est-ce que ça va monter, est-ce que c'est pas bearish? Mais c'est vrai que, en tout cas, apparemment tous les indicateurs sont ouverts en tout cas. Oui, c'est intéressant. Moi, le truc que je regarde beaucoup, c'est la valorisation totale du marché crypto. Et là, pour le moment, faut réactualiser, mais je pense qu'on est à 2,34 trillions, quelque chose comme ça. Et le market cap total, l'ATH, on était à 3 trillions. Ce qui veut dire que là, à l'heure actuelle, pour moi, selon ma réflexion à moi, il y a beaucoup plus d'institutions qui sont dedans pour l'instant. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de retailers, voire quasi pas. Et encore une fois, on n'est même pas à l'ancienne ATH. Ce qui veut dire que pour le moment, tous les retailers sont partis. Il y a quelques institutions qui sont venues. On n'a pas encore fait l'ATH. Et donc, si les retailers commencent à rentrer plus tard, possiblement, ça pourrait ramener beaucoup de liquidités. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a encore un coup à jouer à ce niveau-là. En termes de liquidité, il ne faut pas négliger non plus le marché africain. Pour l'instant, les Africains ne sont pas vraiment dans la crypto. Donc le jour où ça va se démocratiser en Afrique, je pense que le boom il va pas partir, mais de manière fulgurante. Et donc je pense qu'il faut bien garder à l'esprit que les prochains marchés émergents, c'est surtout en Afrique, le Maroc, le Brésil aussi, donc une partie de l'Amérique latine qui n'est pas vraiment digitalisée, qui n'a pas accès forcément à Internet. Actuellement, ça commence à s'améliorer en Afrique, justement avec Starlink, que je parlais tout à l'heure, qui commence à inonder ses services un peu partout en Afrique. Et dès que la population africaine va pouvoir commencer à investir peut-être des maudites sommes en crypto, au lieu de garder du cash sous le matelas, cash qui aujourd'hui, quelque part, ne vaut peut-être plus rien, parce que quand on regarde le franc CFA, c'est frappé en France, les devises ne sont pas vraiment corrélées avec le marché réel. Donc, tout ça va un jour s'améliorer. Je pense que ce sera bénéfique pour les cryptos, parce que ces marchés-là ont besoin d'un marché alternatif au marché qu'ils connaissaient déjà. Et si ça se passe, on est parti pour aller un Bitcoin à 1 million. Mais c'est pareil également pour côté investissement. Les investissements immobiliers, par exemple, le Maroc, c'est un marché très, très lucratif. J'ai des gens qui ont investi à Marrakech il y a 5 ans. Ils ont acheté des appartements qui valent à Marrakech vaut 120. Donc, pas mal. Donc il y a des belles perspectives, et je pense que le Maroc n'est pas encore au maximum de sa capacité. Ouais. Et la preuve ici, quand on regarde un peu l'actualité, les Français qui vont au Maroc faire des partenariats avec les Marocains pour justement booster l'économie. Et c'est des échanges aujourd'hui qui sont win-win avec le Maroc. Je pense qu'il y a quelque chose, il y a un coup à jouer là-bas sur place. Question immobilier, question investissement également. Pareil pour le Brésil. Le Brésil, il n'y a rien à faire. Il y a un taux fulgurant
Au niveau de l'immobilier prend en moyenne entre 20 et 25% par an. Ok. Je pense que les marchés émergents, il ne faut pas le négliger. Une stratégie d'investissement long terme, surtout quand on est jeune comme nous, il faut aller prendre des parts un peu partout dans le monde pour pouvoir s'équilibrer par la suite, quoi. En tout cas, je trouve super intéressant que tu parles de l'Afrique parce que c'est vrai qu'en crypto, on parle pas beaucoup de l'Afrique. On entend les US, on entend la Chine aussi maintenant qui s'y remettent, etc. On parle pas trop de l'Afrique, même s'il y a quand même des pays comme le Nigeria qui sont très très dans la crypto. Mhm. Et tu parlais, c'est vrai qu'il y a tout le monde n'a pas accès aux banques. Donc Ouais. c'est vrai que la technologie crypto là-bas, c'est super intéressant pour ce genre de pays. Comme tu Mhm. dis aussi par rapport à la force aussi souvent de leur monnaie. Je sais qu'il y avait Celo, le projet de faire en sorte que les gens, notamment ils sont pas mal en Afrique, qu'ils puissent échanger la monnaie avec leur téléphone. Et qui est maintenant en train de... Comment tu dis? Beaucoup Ils ça, utilisent parce beaucoup, que, ouais, c'est ça. chez nous, par exemple, au Bénin, ça s'appelle. C'est des momos, ils appellent ça, des momos. Ok, ok. Et en fait, ma mère, elle utilise ça beaucoup pour se faire payer ses loyers et tout. Ah, Et donc, les locataires, au lieu aller à la fin du mois avec son cash et donner son cash, en fait, non, ils t'envoient une recharge. En fait, il va recharger son téléphone pour 10 000, 15 000, 20 000 francs CFA. Et ensuite, il va payer son loyer avec en envoyant d'un numéro à un autre numéro. c'est ça. La personne qui reçoit cet argent, il va dans un kiosque et il retire l'argent ensuite en espèces. Ok. Ou alors, il le garde pour repayer de nouveau quelque chose. Donc, je pense que la crypto, ça serait vraiment une alternative pour l'Afrique C'est ça. où tu vas avoir vraiment un autre système monétaire qui va pouvoir prendre sa place de manière vraiment ancrée parce que actuellement en Afrique, il n'y a pas de financement. Les banques, c'est des banques vraiment qui sont là que pour les sociétés en majorité. Le peu de gens qui ont des comptes, mais il n'y a pas grand-chose sur les comptes bancaires. Donc, ouais. Tu disais le marché immobilier au Brésil. Alors ça, je n'étais pas du tout au courant. Donc c'est intéressant de savoir ça. Et ça m'a fait penser quelque chose pour revenir à la bourse parce que tu as parlé des marchés émergents. C'est vrai qu'un des ETF dans lequel j'ai investi, c'est celui des marchés émergents. Parce qu'on a tous ce débat aujourd'hui sur les BRICS qui commencent à monter avec des partenariats, etc. Donc on pourrait se dire qu'il y aurait quelque chose qui pourrait se faire de ce côté-là. Ouais. Et alors, par rapport à la Chine aussi, on entend toujours que la Chine, potentiellement première puissance dans X années, et que récemment, je sais qu'il y avait, ils sont en crise, il y avait Evergrande, la faillite, etc. Quand je voyais les actions chinoises, c'était relativement bas. Et on dit toujours, ouais, il faut acheter quand c'est bas, quand il y a la peur, Ouais. pour un jour plus tard. Et je me dis qu'il y avait peut-être un coup à jouer sur la Chine. Et du coup, c'est vrai que j'avais aussi un ETF qui était l'Asie sans le Japon, et c'était principalement du coup la Chine. Mais c'est vrai que j'avais oublié de le dire tout à l'heure, mais c'est vrai que le marché émergent en Chine, je me dis qu'il y avait éventuellement un coup à jouer. Ouais. L'IMO au Maroc, en plus, il y a bientôt la Coupe du Monde en 2030, je pense, Ouais. au Maroc. Ouais. Donc, je sais pas si ça va avoir un impact sur l'IMO. Sur l'IMO, mais du coup, par curiosité, c'est un projet pour toi d'investir au Maroc et au Brésil? En fait, actuellement, j'essaie de diversifier au maximum mes investissements, dans le sens où quand je regarde pour acheter un appartement à Bruxelles ou à Liège ou à Mons, et même quand tu essayes de trouver des apparts qui sont vraiment à haut rendement, qui vont peut-être te coûter un peu plus cher à l'achat, comme propice à du Airbnb, c'est un peu compliqué d'avoir du rendement au-delà de 10%. Et tu sors de la Belgique et tu vas par exemple en Espagne, l'Espagne qui a eu une grosse crise et est en train de se retourner de cette crise financière, est en train de vraiment prendre un chemin et une trajectoire de recorrection des casseroles qu'ils ont eues dans le passé. Ok. Et donc là récemment j'ai investi en Espagne, mais les Nice. rendements en Espagne sont de l'ordre de 20-25%. Ah ouais, pas mal. Aujourd'hui, 20-25%, c'est pratiquement impossible en Belgique. C'est impossible, sauf si tu tombes vraiment sur la pépite, la licorne, avec des cornes dorées en or. Mais c'est pratiquement impossible. Et là-bas, tu peux le faire encore facilement avec des petites sommes, pas forcément des grosses sommes, parce que l'espagnol, par défaut, paye cher pour se loger, mais l'investisseur espagnol paye pas cher pour acheter. Et ça, historiquement, parce qu'il y a eu cette grosse crise immobilière en Espagne. Et je pense que le marché est en train de se corriger là maintenant, parce que beaucoup d'investisseurs étrangers viennent mettre leurs billes en Espagne, ce qui vient hausser le prix d'achat, parce qu'il y a sur le marché de l'achat, en tout cas en Espagne, il commence à avoir du mouvement. Et donc ça, c'est de l'Espagne. Le Maroc, moi, je commence à m'y intéresser parce que j'ai des amis qui achètent au Maroc. Et récemment, j'ai un ami d'ailleurs qui a acheté de nouveau, pas à Marrakech, mais juste excentré de Marrakech. Ok. Parce que actuellement au Maroc, il y a des gros hubs de construction immobilière. Et donc, il crée en fait des nouveaux quartiers. Et donc, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis des billes sur un nouveau quartier qui était créé. Où il a mis 70 000. Mais il sait très bien que Marrakech, ça commence à être saturé. Ouais. Et que si les prix à Marrakech aujourd'hui, on va prendre un exemple, c'est de 150 000 un appart. Mais demain, tu peux te dire que même si tu tapes sur 10 ans, tu vas arriver à ces prix-là. Faire x2 sur de l'immobilier en si peu de temps, je pense que le coup, ça vaut la peine. Ça, c'est pour le Maroc. Pour le Brésil, on a eu Orange Ensemble avec
des partenaires. Maintenant, on commence à avoir des partenariats avec le Brésil pour des achats d'appartements Mhm. de standing Nice. qui sont dans des villes côtières. Et de nouveau, les rendements sont très intéressants. Donc, je C'est pense ça. qu'il faut sortir un peu de sa zone de confort et ce dont on a l'habitude de faire pour aller chercher vraiment du rendement et de la plus-value. C'est ça. Et du coup, les deux questions, parce que vous m'avez posé tout à l'heure, ces pays, il y a le levier bancaire et au niveau local, la gestion, c'est par des partenaires ou. C'est par des partenaires. C'est ça. Sauf en Espagne où là, j'ai quand même fait un peu beaucoup moi-même. Ok. Comment avoir des vacances? Comment prendre des vacances? Exactement. D'abord, tu bosses et puis tu profites. Ouais, non, mais mais à la différence avec l'Espagne, et c'est pour ça que c'est un marché qui est très intéressant, c'est que pour rénover, ça ne te coûte pas grand-chose. Donc, j'ai fait venir quelqu'un qui m'a fait un devis, si tu veux. Je devais faire des travaux, salle de cuisine, installer une chaudière. Et je lui dis, bon, tu veux combien? Tu veux- Il me donne un prix, et puis je dis, seulement? Augmente un peu ça. Non, c'est pas seulement. Sinon, il y a un longtemps l'oubli. Je lui ai pas dit seulement, mais je lui avais dit, quoi? Il a me fait, non, non, répond, attends, je baisse, je baisse. C'est trop cher. C'était tellement du tac au tac que je me suis dit, mais attends, non. Déjà, les travaux coûtent moins cher, mais en fait, le matériel aussi. Pour donner un exemple, le carrelage, ben, il y a beaucoup de carrières en Espagne. Et donc, pour donner l'exemple où moi j'ai investi, c'est plutôt dans Valence. Tu as Castellón qui est pas très loin, mais ils produisent beaucoup de carrelage. Ici, on se le tape à 50 € le mètre carré. Ben, là-bas, il va te coûter 10 € le mètre carré ou 15 € le mètre carré. Donc, je pense qu'il y a un coup à jouer. Et ce qui m'a donné aussi la puce à l'oreille, c'est qu'il y a très peu de disponibilité pour des entrepreneurs. Donc, les entrepreneurs sont très pris. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de chantiers en même temps. Et dès que tu es bon, et ils te gardent sur le côté et tu n'as pas le temps de prendre plus de. Mais du coup, ça peut être plus dur de faire des travaux, alors de trouver Ça un peut être plus dur. Donc, mais on va dire pour les biens typés Invest, c'est pas vraiment des biens où tu vas aller faire du Airbnb. Ouais, ouais. C'est des biens où tu vas les garder en location classique parce que quand je parlais de rendement de 20%, 25%, Classique, en plus. c'est en classique. C'est ça. C'est pas en Airbnb. Donc, je pense que même en faisant des petites rénovations par toi-même, 2 semaines, tu vas en vacances et tu restes sur place et tu fais de la peinture toi-même, pas les sanitaires parce que c'est faut un peu de technicité, mais tout ce qui est placer un lavabo, ce genre de choses, tu sais, on sait facilement le faire encore soi-même, plafonner, on sait le faire soi-même. Ouais, ouais. Donc quelqu'un qui veut rénover, qui a un petit budget et qui veut acheter à l'étranger, il peut le faire. C'est vrai que l'Espagne, ça va, on parlait des pays, j'avais parlé de Bali, mais c'est vrai que l'Espagne, relativement à proximité, Très prisé. ça peut être intéressant. Je sais qu'il y a beaucoup de Belges qui investissent là-bas, on Ouais. dit toujours que les Espagnols, Les Français, énormément les aussi. Français aussi. Ouais, ouais. Après, je comprends, ils ont des avantages. Hein. Tu es tout prêt, tu as du beau temps, on mange Ouais. relativement bien. Je pense que bien sûr de retraités, ou même pas. Hein. Mais Mais il y a ce justement, côté c'est où ça. parfois je sais que beaucoup de Belges pensent à ça. C'est si je veux être un peu bien, soleil, etc., pourquoi pas Mais l'Espagne. c'est surtout ça actuellement en Belgique, ceux qui investissent en Espagne, c'est surtout des secondes résidences. C'est même pas pour le louer. Et je pense qu'ils n'ont pas encore cette éducation financière de se dire, mais attends, il y a peut-être un coup à jouer en Espagne sur de la location et se construire un patrimoine. Ouais. Donc, je pense que notre génération à nous, on va plutôt être une génération où on va avoir des investissements hybrides un peu partout dans le monde qui vont faire que demain, quand on sera retraité, on pourra plus facilement profiter de cet investissement en se disant, OK, j'ai mis un peu des billes un peu partout et je ne dois pas me stresser, par exemple, si j'ai tout mis en Belgique et que le marché belge s'est effondré par la suite parce que si, parce que ça, parce que le climat, parce que plein de choses, tu vois. Mais aussi, le Covid a joué énormément. Le fait justement que tout le monde a voulu un peu s'évader. C'est vrai. Ils se sont retrouvés avec leur appart en plein centre-ville, limite dans les toits où tu n'as même pas de fenêtre dans les maisons. Pour dire qu'au final, tout le monde a souhaité après son jardin ou son petit appart au soleil en se disant, mais en fait, on n'a qu'une vie. Je pense que. Oui, tout à fait. Ouais, ouais. Ouais. En tout cas, on sent qu'il vit, c'est Imo Bourse, Mathieu plus crypto. Exactement. Je cherche encore la petite île déserte. Tu voulais parler stick tantôt? Quand on s'est rencontrés, on avait parlé un peu des narratifs. Moi, je veux savoir un peu aujourd'hui, toi, en crypto, les narratifs, sans donner les conseils, mais un peu tes, comment dire, tes bets, tes high, tu vois, tes high conviction. Alors, mon conseil numéro 1. Non, bien sûr que non. Non, moi, les narratifs sur lesquels, justement, très longtemps, de base, c'était l'IA. C'est ça. Direct. Parce que je me suis dit, la base de l'IA, justement, c'est le développement constant. Et du coup, en fait, je pense que dans les années à venir, il y a encore énormément à voir et à apprendre. Et en plus de ça, c'est très corrélé, justement, avec le marché classique. Et donc, par exemple, avec ChatGPT et autres, Ouais. quand ChatGPT sort une nouveauté vraiment incroyable, le marché crypto prend un énorme parallèle. Parce que du coup, tout le monde se projette en disant, bon, on va diversifier, on va passer aussi en crypto et autres. Donc, pour moi, c'est l'IA d'Epine, donc tout ce qui est puissance de calcul décentralisée, et sinon RWA aussi, Ouais. tokenisation des actifs réels.
ainsi de suite. Ça, c'est 3 secteurs. Ouais, c'est les 3. T'essaies aussi d'être sur d'autres secteurs ou pas du tout, du coup? Non, cette fois-ci, je me suis dit que j'allais pas trop me diversifier parce que sinon, il y en a plein qui parient que le métaverse pourrait repartir. Mais en fait, tout est une question contre la montre. C'est oui, peut-être qu'il peut repartir, mais est-ce qu'il va repartir à ce cycle-là? C'est ça. Ou est-ce que ça repart dans 3 ans? Elvis l'a dit par exemple avec l'Afrique qui investirait dans la crypto. Je pense qu'il y a encore tout à jouer sur ce continent-là et même partout dans le monde. Mais est-ce que ça va être dans le bon timing pour ce cycle-ci ou alors est-ce que ça va être dans 4 ans, 5 ans? Je pense que c'est un peu tôt. Donc il faut plutôt se focus sur les tendances actuelles. C'est ça. Ouais, sinon il y a tout ce qui est layer 1, layer 0, Ouais, ou même ouais. du BTC, mais c'est vrai que ça dépend de ton risque. Ouais, ça, t'en parlais tout à l'heure. Là, t'es plus. Parce qu'il y a toujours ce débat entre est-ce que tu concentres tes assets ou tu te diversifies, tu mets dans 100 tokens. Est-ce que t'es plutôt peu de tokens ou t'es plutôt plein de tokens? Moi, je trouve que, après, c'est ma définition à moi, mais la clé de l'investissement, c'est la diversification quand même. Il faut bien diversifier, mais après, sans token, non, parce que de toute façon, ils vont pas tous performer en même temps. Donc en fait, tu vas rater des opportunités. La stratégie que j'ai faite, justement, c'est me focus par exemple sur 3 gros narratifs, comme j'ai cité tantôt, et après, c'était, OK, par narratif, il y a plusieurs stratégies que tu peux avoir, mais j'aimais bien l'idée, soit par exemple, tu vises de prendre 5 cryptos, par exemple, c'est un exemple. Et alors, dans les 5 cryptos, tu vas prendre, par exemple, les 2 premières, c'est grand market cap, et puis après, middle market cap, low market cap. Ah ouais, donc tu sais aussi diversifier dans les market cap et les... Ouais, un petit peu aussi, parce que si tu prends que des low cap, le risque est là aussi. Donc voilà, moi, c'est plus ou moins comme ça que je l'ai fait. Je te dis ça comme ça, j'ai rebougé des positions et autres, mais de manière générale, c'est vrai que c'est comme ça que j'essaye, c'est diversifier avec les tendances actuelles, et puis après... Ce serait bête de prendre 3 narratifs avec une crypto par narratif et si jamais elle ne performe pas, c'est pas pour ça que le narratif en question va pas performer. Donc, moi, je vais avec le feu. J'ai une anecdote par rapport à ça. Moi, je suis aussi plus dans la diversification, etc. C'est j'avais une stratégie où justement, je vais même investir dans les différents manières de gagner l'argent en crypto, que ça peut être les launchpads, la DeFi, etc., etc. Il y avait une monnaie, avec mon frère, on discutait tout. Et moi, je les avais chauffés par rapport à Casper. Il y avait des vidéos qui sortaient, c'est Ethereum 3.0, etc., etc. On était à fond dedans. Et c'est en mode, non, Gaël, tu sais comment tu fais l'argent, truc? T'as des convictions, tu mets tout dans une monnaie. Et tout des moons. Ou alors, tout des caves. Et donc, du coup, j'avais soldé pas mal de trucs et tout. J'avais mis, à un moment donné, j'avais mis tout mon Casper en disant, voilà, s'il pète, il pète. Et mes Casper aujourd'hui, très gros. Il a respecté son nom. Alors, entre-temps, j'ai rebalancé, j'ai modifié, j'ai soldé. Maintenant, après, je donne un autre contre-exemple. Si quelqu'un aujourd'hui avait parié, par exemple, sur Tao, à un moment donné, par rapport à mon portefeuille, j'avais différentes cryptos. Et quand il y a la correction, je me dis, attends, mais tout le monde sait que Tao va péter. Est-ce que je remets pas tout dans Tao? Et je peux dire que si je l'avais fait, aujourd'hui, mon portefeuille serait beaucoup plus. Je prends des bénéfices, après, j'investis dans d'autres. Et tu vois, ce que je veux dire, c'est que dans certains cas, à l'époque, par exemple, il y avait Terra Luna. Je sais que quelqu'un qui avait bien mis, je sais que mon frère, il avait des convictions dans Terra Luna. Terra Luna était monté de ouf. Et donc là, c'était un exemple pour dire incroyable. Après, il y a eu vraiment ça, personne ne pouvait le voir avec la chute, mais sinon, c'était un bon play. Donc, il y a toujours ce débat un peu entre une, deux focus ou un minimum de diversification. Je trouve qu'il faut trouver un équilibre. Comme tu dis, une, c'est peut-être risqué, 10-15, c'est bien, mais peut-être pas 100. Et ça peut être par rapport à ça. Et ça dépend encore une fois... Ouais, du temps qu'on peut allouer, du budget, Ouais, c'est ça. Et ça, c'est dans tous les marchés, que ce soit IMO, crypto, bourse et autres. Moi, je me dis toujours... Quel âge tu as, quel patrimoine tu as, quel argent tu as à disposition, quel temps tu as, quelle connaissance tu as ou quel contact tu as et ce genre de choses. Et en fonction, tu te crées un peu ton profil. Mais c'est quoi ton type de profil? Moi, je suis plus à risque. Parce que je suis plus jeune et je me dis, bon, l'argent, en fait, ça fait pas tout non plus. Donc au pire, tu le perds. Moi, je m'arrête pas à ça. Tu peux le perdre, tu peux te refaire. Oui, parce que de toute façon, même si je me refais pas, je préfère tenter le risque et de me dire, bon, on n'a qu'une vie, donc on tente. Bah, alors évidemment, pas all-in, bien sûr, bien calculé et tout. Mais voilà. Tu fais tapis. Mais je me dis, je sais très bien que j'ai un profil, si je dois mettre un pourcentage, je ne sais pas c'est lequel, mais plus à risque maintenant. Et je sais très bien qu'au fur et à mesure où les années passent, le risque va diminuer parce qu'évidemment, il faut se stabiliser. On commence à être un peu plus âgé et autres. Mais quand on est jeune, je trouve que. Et de toute façon, sur le marché crypto, c'est qu'au final. Qu'est-ce que des jeunes? Non, mais de toute façon, voilà. Quoi qu'il arrive, je dis profil à quoi qu'il arrive, c'est diversification. Diversification. C'est la meilleure strat. Tu peux avoir un profil à risque, partie de ta diversification, et puis le reste, t'es complètement safe. Et je pense que c'est un peu la clé. C'est d'ailleurs ce que je disais avec low cap, middle cap et high cap. Oui, complètement. Voilà. En fonction du marché et de tes narratifs. Et curieux de savoir aussi un peu ta gestion en termes de... Comment tu suis un peu ton... Est-ce que tu notes sur un Excel? Est-ce que tu fais un peu au hasard? Tu sais que tu as mis plus ou moins tel montant de sorties, etc. Comment tu gères ton portefeuille? Et comment tu vas gérer tes sorties?
Ah, Est-ce que tu te bases sur le timing indicateur? T'as des paliers, tu vois? je vais te faire un coaching. Non, comment je traque tout ça à l'époque? Moi, je suis sur le marché depuis 2020. Début, fin, je pense que c'était milieu, plus ou moins. Avant, évidemment, on a tous fait le truc en tout cas pour ma part, tu te crées un Excel et tu traques tout. Mais après, c'est chiant. Et maintenant, j'utilise par exemple CoinMarketCap, Folio. Donc, ça, c'est pas mal. Il y a aussi d'autres plateformes. Et du coup, c'est pour avoir une vision globale parce que, en tout cas pour ma part, si tu n'as pas une vision globale de tout ce que tu possèdes, peu importe le marché, si à un moment il performe ou si tu regardes pas de temps en temps, cata. Surtout si, imaginons, tu vises long terme mais il performe de dingue et que tu voulais prendre des bénéfices, c'est con d'arriver 2 mois après, de regarder le graphe et dire merde, j'ai raté la performance. Du coup, voilà, je traque comme ça et puis après, c'était question. La stratégie un peu de sortie, est-ce que tu te bases sur le temps? Est-ce que tu regardes chaque crypto individuellement ou tu t'attends que ton portefeuille atteigne un palier? Après, le truc risqué, c'est quand tu te fixes un montant bien spécifique. Ouais. Parce que c'est ce qu'on dit toujours. Imaginons, j'invente, pour un chiffre lambda, quelqu'un vise 100 000 euros de portefeuille global à la fin justement du cycle. C'est ça. Et puis tu arrives à 98 000. Et bah, tu te dis non, je vais atteindre. Et finalement, tu te retrouves à 34 000. Et tu es reparti pour 4-5 ans, voire tu vas tout perdre. Donc, la clé, évidemment, c'est aussi DCA, donc rentrer par phase et sortir par phase. Je pense que c'est la clé. Et toi? Vous avez vu ça, ce côté, je ne sais pas si vous avez vécu un boulot précédent où vous avez par exemple fait des certains chiffres et vous n'êtes pas sorti et vous dites ah j'aurais dû sortir, ou vous avez pas vu ça? C'est pas ça, je sais que c'est une erreur classique en crypto, côté où ah j'ai eu tel montant et j'étais gourmand, j'attendais et finalement ça chute. Non, moi, je suis sorti justement Ouais. parce que j'avais acheté ma maison, au moment, et pas mal en crypto. Et donc, j'ai dû sortir max de liquidité. C'est ça. J'ai sorti une grande partie de ma crypto à ce moment-là. Mais je sais pas, 2 semaines après ou 3 semaines après, c'était poum, hécatombe. T'as tout qui était plombé. Et heureusement que j'étais sorti à ce moment-là parce que sinon, ça m'aurait mis dans la merde, quoi. Voilà. Ce que j'aime bien, après, il y en a qui vont trouver ça bizarre, c'est j'ai fait énormément d'erreurs en crypto et c'est bien parce que tu apprends. Ah oui, complètement. Et on dit les erreurs en crypto, elles coûtent super cher. Enfin, peu importe en temps, en énergie, même en mental et ainsi de suite. Et petite chose et parfois tu achètes une crypto et en fait c'est un scam. Enfin, tu vois, tu connais un peu le bazar. On l'a eu ça aussi, ouais. C'est vrai. Ah, mais il y en a plein, ils sont malins. Hein. Et du coup, Les schtroumpfs. non, pour l'instant. Et puis de toute façon, moi, en termes, c'est vrai que non, il y a plein de cryptos au final où je suis resté exposé. Évidemment, ça a chuté. Au début, j'avais du mal avec ça. C'est normal, c'est le début. Et après ça, non, je suis en phase et je me dis de toute façon, comme on dit toujours, l'argent que tu as investi, voilà, tu es en phase de le perdre, entre guillemets, tu es prêt à le perdre. Bon, après, l'objectif, évidemment, on sait qu'il ne faut pas le perdre, mais voilà. Moi, j'ai des anecdotes par rapport à ça. C'était déjà par rapport Moi, j'ai un pote véridique. Il rentre sur une monnaie, je peux même la citer. À l'époque, c'était SafeMoon. Il rentre d'abord avec un budget, je sais plus, c'était 200 ou 500 balles. Il voit que ça monte. 1000 balles, il voit que ça monte. Il met 2000 balles au total. Et ça faisait que monter. Du coup, tous les jours, il m'envoie un message. Mais moi, tu sais bien, à la base, j'ai cette notion. Ouais, mais attends, mais ça monte, je vais attendre une correction. Ouais. Et ça faisait que monter. Et à un moment donné, moi, je FOMO. C'est lui qui m'a fait FOMO, moi. Et moi, il s'est rien passé. Mais lui, 2000, son compte monte à 180 000. Attends, les gars, je sais pas si vous vous rendez compte. Lui, c'est lui qui m'a fait rentrer dans la crypto. Hein. Je vois qu'il met 2000, ça monte à 180 000. Je dis, non, attends, moi, il faut que je me réintéresse à la crypto. Il a sorti 30 000. C'est déjà très bien, il a sorti quelque chose, mais parce qu'il était en mode. Et de nouveau, comme tu parlais des paliers, des trucs, des montants, mais voilà, après, c'est très bien, effectivement. Et en termes de scam, il y en a deux qui m'ont. Il y en a un vraiment qui était. Franchement, c'était très, très fort, ça, il faut que je raconte. C'était. À l'époque, je crois que c'était Floki, Rocky. Eh bien, un coin qui est sorti. Floki, Rocky. Un truc comme ça, Floki Rocket. Et j'ai un YouTuber qui dit bien écoutez, les gars, n'essayez pas de l'acheter, il n'est pas encore sorti. Si quelqu'un vous le propose, c'est une arnaque. Et il dit bien, je vois la vidéo. Et à l'époque, tu vois, parfois, c'est vrai que tu pouvais déjà acheter, tu avais les presets, les seeds, etc. Et je me dis, non, mais lui, il veut pas qu'on l'achète avant lui. T'as pris. Du coup, je suis sur Telegram, tu vois, et je trouve un gros Floki Rocky. Et tout, ouais, comment on peut l'acheter et tout. Il y a un gars qui dit, ouais, c'est ici, j'envoie une adresse, on m'envoie un coin. Et je vois que le coin, il y a $1 Floki derrière. Je dis, mais attends, mais je suis fait scam. Et du coup, je vais dans un groupe assistance, et je dis, ouais, mais attendez, c'est quoi cette histoire et tout? Est-ce que c'est le vrai et tout? Et ils me disent, non, c'est un faux, le vrai, vous l'achetez ici. Et je renvoie, et je me suis refait scammer. Et je me suis dit, alors là, les gars, ils sont très forts parce que du coup, te scam et te crée une assistante pour te rescammer. Je suis sûr que c'est les mêmes. Et là, depuis, j'ai commencé. Et là, franchement, quand ça t'arrive ça, comme tu dis, c'est formateur, tu fais super attention. Et là, plus récemment, à l'époque, j'avais mis du FTM sur un protocole en lending, borrowing, etc. Et apparemment, j'avais pas suivi, mais apparemment, c'était fait hacker. FTM, c'était fait hacker ou quoi, etc. Et l'argent était bloqué. Et donc, je vais dans le support Telegram de la plateforme pour dire, voilà, regardez, cet argent est bloqué, comment on peut le débloquer, etc. etc. Et
heureusement, il n'y a pas longtemps, je venais de voir sur une chaîne YouTube comment les scammers, ils arnaquent dans des groupes Discord, etc. Donc, je repère ceux qui managent la chaîne. Et il y a un gars qui me répond un truc avec la même photo que le gestionnaire de la chaîne, etc. etc. Et il me dit, parce qu'on dit toujours, il faut pas. Si quelqu'un te parle en privé en MP, c'est chaud. C'est toi qui parles et après tu parles. Donc lui, il répond dans le groupe de manière à ce que je le MP. Et j'ai le MP. Et il me dit, ouais, et tout, attends, pour voir ton problème et tout, voici un lien, tu rends ton truc et comme ça, on voit c'est quoi ton problème. Et moi, quand je passe sur le lien, je vois qu'on me demande ma seed phrase. Et je sais très bien que personne n'est censé te demander ta seed phrase. Et du coup, je comprends l'entonnope qui arrive. Et quand je regarde, déjà, il avait supprimé le message du groupe. Donc personne ne pouvait voir qu'il avait parlé ou quoi, etc. Et en fait, justement, quand j'avais vu cette fameuse vidéo, il disait, attention, quand vous regardez sur Discord, un vrai modérateur, il a tel truc en dessous et tu peux voir la date. Et en fait, il avait même la même photo et tout, etc. Mais en fait, la date était différente et au niveau du truc. Et je me suis dit, il y a des gars, ils sont passés pour les modérateurs, mais c'est tellement bien fait que si tu fais pas attention, tu peux croire. Et en plus, ils effacent toutes leurs traces. C'est-à-dire que tu peux même pas dire, ouais, tel gars m'a parlé et tout, regarde le truc. Parce que les modérateurs, si 2 minutes après ils se connectent, il n'y a plus de message. Tu vois, je me suis pas super tombé dedans, mais il aurait pu prendre mon MetaMask qui serait dépouillé. Non, faut faire gaffe. C'est justement à cause de ça que la crypto, je suis moins chaud pour l'instant, en tout cas sur ce que je connais pas. C'est ça. Par contre, les fondamentaux, par exemple Bitcoin, Ether, ça, je pense qu'il y a quelque chose à faire, il faut en prendre. Toi, t'es dans les valeurs sûres. Voilà, c'est ça. C'est vrai qu'il faut suivre, il n'y a rien à faire. Surtout que c'est un marché qui évolue tellement vite. Si t'es pas connecté tout le temps, vite dépassé, quoi. Ah oui, ça va très vite, ouais. Et par curiosité aussi, je veux savoir, quand tu disais, ouais, je me forme pas mal, je suis dedans, etc. Tous les deux. Vous, comment faites pour rester au courant? Est-ce que vous suivez des youtubeurs? Est-ce que vous êtes tuteur? Est-ce que vous êtes dans des groupes payants? Comment vous restez pour apprendre? Comme tu disais que ça fait longtemps que tu es dans le domaine et tu apprends tes erreurs. Comment tu te formes et tu restes au courant des choses? Moi, le truc que je fais, si par exemple je veux investir sur certains narratifs, je vais sur YouTube, je tape le narratif, je prends, j'écris par exemple top 10, top 5 IA, crypto IA par exemple, et je prends les 10 premières vidéos, ou même les 20, un bloc de feuilles, et je note tous les noms qui sortent. Et dès qu'il y en a plein qui sortent tout le temps le même à chaque fois, mais je vais creuser un petit peu le projet. Okay. Et comme ça, eux ont fait le travail de recherche, et moi après, je viens peaufiner un petit peu pour regarder. Principalement YouTube alors? Un petit peu, mais après, je croise tout. Je vais regarder justement les réseaux, le projet, les fondamentaux, la tokenomics, et ainsi de suite. Et t'as suivi des formations en crypto? Non. Okay. Non, je pense pas. Non. Okay. Pour ça, non. Mais bon, j'étais bien connecté. Et puis le temps passe, ça fait un petit temps. Oui. Avec le temps et toutes tes vidéos et tout. Ouais, et pour toutes les infos, c'est Twitter. Non, c'est Twitter. Twitter ou alors des youtubeurs. Là, j'ai pas forcément les noms comme ça, mais il y en a qui te font toujours un petit débrief de ce qui s'est passé pendant la semaine et autres. Donc, c'est intéressant pour voir un petit peu. Parce que de toute façon, il y a aussi tout ce qui est macroéconomique, toutes les infos à ce niveau-là. Donc. C'est ça. Et toi? Moi, je suis. Alors, par rapport à la diversification, j'avoue que j'ai beaucoup de coins. Alors, déjà, moi, au niveau narratif, je te rejoins dans le sens qu'on sent qu'il y a l'IA qui cartonne avec la dépine. Real World Asset aussi, même si je pense que ça n'a pas encore eu totalement son heure de gloire. Il y a tout ce débat sur les memecoins, il y a beaucoup de gens qui sont en mode ouais, si tu suis les cycles de liquidité, c'est censé péter à la fin. Mais aujourd'hui, on voit que ça pète tout le temps en fait. Il y avait Mourad et tout ce memecoin super cycle et tout, etc. Donc après, voilà, c'est tout un autre game. Je pense effectivement que les Layer 1 aussi, ça reste toujours une valeur sûre. Et la DeFi aussi. Parce que la DeFi, comme ce sont des protocoles qui génèrent du rendement et que les gens peuvent générer, en fait, je pense que pour l'instant, déjà dans le cycle précédent, il y a eu la DeFi Summer, mais je pense que c'est aussi un secteur. Mais je rejoins l'importance de suivre les narratifs parce que c'est vrai que quand tu regardes, il y avait plein d'autres narratifs. Tu avais la DESO, les réseaux sociaux décentralisés, tu avais la privacy, tu avais de sous-domaines comme ça qu'on disait que ça pouvait être porteur. Mais c'est vrai que dans ce cycle-ci, on en parle moins. Alors, est-ce que ça sera dans d'autres cycles? Mais quelqu'un qui aurait posé ses billes en disant ouais, ça va être pas mal, et qu'il aurait peut-être pas mis dans les cycles porteurs, il pourrait même pas se rendre compte que ça a déjà monté peut-être, tu vois. Et c'est pour ça que voilà, j'essaie aussi d'être dans le gaming aussi. On entend aussi le gaming qui arrive avec il y a Off the Grid là qui est sorti, que tout le monde dit qu'ils attendaient un jeu mainstream qui allait peut-être lancer le gaming. Donc quand tu prends les différents narratifs et tu dis que tu essaies au moins d'être dans 3, 4, 5 voire plus, parce que tu veux essayer de prendre comme tu dis big cap, peut-être les mid cap et peut-être les petites pépites, si tu mets un petit budget, ça peut péter, et qu'après tu additionnes le nombre de narratifs. Et puis, comme tu dis, parfois, t'entends tel youtubeur qui te dit attention, ça c'est une pépite, tu vas absolument. Où est-ce que je peux trouver des. Et ça commence à monter. Et donc, c'est vrai que moi, ça passe, je pense, pas mal de temps parfois à faire des rebalancements. Est-ce que j'ai encore toujours des convictions dans celle-là? C'est plus le cas, est-ce que je ne mettrai pas? Et donc, toute la question tout à l'heure de OK, parfois tu concentres, c'est bien. Mais tu as aussi ce côté un peu comme les VC vont faire, ils vont mettre peut-être dans plusieurs coins, peut-être dans le nombre exact. Mais quelqu'un a fait une analogie, tu vois, imagine, tu as 10 000 euros, tu mets 1 000 euros dans 10 cryptos. Si tu en as une qui fait x10 et que même toutes les autres vont à la cave, t'es en bénéfice. Tu vois? Et donc, il y a ce côté où. D'un côté, tu dilues, mais d'un côté, tu peux peut-être pas maximiser aussi les chances qu'il y en ait quelques-unes qui pètent par rapport à si tu en choisis que 3, mais comme par hasard, pourquoi ce serait ces 3-là qui vont péter? Donc, il y a tout ce débat. Donc, voilà. Mais c'est vrai que si aujourd'hui, je devais actuellement pas me faire du dessin et rentrer dedans, je mettrais IA Memecoin. Mais c'est vrai que je suis un peu dans le roi, je suis dans la défi, etc. Et ma stratégie en défi, c'est j'essaie de trouver sur chaque réseau quel est le DEX principal du réseau, quelle est la plateforme de lending borrowing
du réseau et j'essaie de mettre dedans. Parce qu'en général, tu vois, à l'époque, il y avait la Binance Smart Chain, PancakeSwap a pété. Sur Solana, tu avais Raydium qui a pété. Et aujourd'hui, tu vois, tu as les layers qui arrivent, Susui, tu as Aptos qui arrive, tu as différents trucs, tu as Tone qui arrive, tu as NIR. Et en fait, la question, c'est quel est le DEX principal du réseau et comment est-ce qu'on peut se positionner si c'est encore à des bons moments. Et les meme coins, moi, les meme coins, je vais sur chaque réseau. Quel est le meme coin principal de chaque réseau? Et en général, en tout cas, on voit qu'historiquement, le meme coin principal d'un réseau, il monte avec le. Mais rien que ça peut prendre déjà pas mal. Ça peut prendre pas mal. Et je pense aussi que les launchpads, je pense qu'il y a une launchpad season qui va arriver. Parce que, en fait, je pense qu'eux, ils sont en mode, quand le marché est bien, tu as tous les projets qui veulent sortir, ça passe par les launchpads et donc les launchpads explosent. Alors, personnellement, moi, je passe plus par les launchpads parce que mon expérience, c'est pas positive. T'as un truc de sortie. Mais je pense que les tokens de certains launchpads peuvent être pas mal. Et de nouveau, il y a aussi cette notion aussi de. Idéalement, on dit toujours c'est bien d'investir quand personne n'en parle en fait. Souvent, quand les youtubeurs commencent à en parler, c'est un peu trop tard et tu sens qu'il y a un dump qui arrive parce que j'ai l'impression qu'il y a cette notion de. Ils sont mis tous ensemble pour en parler parce que même les VC et tout, ils ont dit ah bah voilà, ok, on parle de ça maintenant et ça fait monter et puis ça crache. Alors que si effectivement on investit quand personne n'en parle, mais il y a un risque parce que peut-être ça va jamais monter. Mais donc, ouais, pour répondre à ça, c'est que j'essaie quand même d'être dans les quelques narratifs clés et si j'ai l'occasion de diversifier un peu en me disant voilà, là il peut avoir un potentiel, j'essaie de mettre aussi ce qui fait que voilà, que j'arrive quand même à. Peut-être là où quelqu'un va mettre plus de montant dans un. Moi, je vais peut-être mettre moins, mais je vais alors être sur. J'essaie de mettre alors. Moi, je fais des paliers. Je sais qu'il y a plein de stratégies. Il y en a qui vont dire, ouais, OK, à x2, je sors ma mise, etc., etc. Et donc, en fonction de chaque token, je me mets une stratégie. Par exemple, si 7 tokens, j'ai estimé un potentiel, je dis, OK, dès qu'il fait un x3, je vends par exemple 30%. Et j'essaie de mettre un peu d'avance, tu vois. De manière comme ça, je ne dois plus trop suivre. Je me dis, si j'achète et que je mets directement mes ordres de vente. Ça, c'est un truc que j'ai bien compris, c'est apprendre à vendre. Et c'est le plus dur. Et j'ai la chance, j'étais dans un groupe de. À un moment donné, j'étais même dans plusieurs groupes. En fait, j'ai payé pour être dans des groupes privés, pour voir un peu quel est le groupe qui m'apportait le plus de valeur. Ensuite de diminuer de plus en plus. Aujourd'hui, je ne suis plus que dans un seul groupe. Et je suivais la personne qui, lui, expliquait ses actions. Il disait, voilà, à tel moment, je vends ça pour acheter ça. Il faisait du rebalancement, etc. Et tu n'es pas obligé de le suivre, mais parfois, tu peux le suivre. Tu vas s'acheter au même moment que lui. Il fait un fois X sur une portefeuille. Il dit que je vends une partie et que tu fais pareil que lui. Ça apprenait à vendre. Et il disait, ça peut être intéressant de commencer à vendre de temps en temps pour en fait, au niveau, se mettre en condition de vente, en fait. Et comme je l'ai fait de temps en temps, aujourd'hui, je me sens un peu plus apte à vendre, alors que je sais que c'est le plus dur. Je sais que sur quelques coins, j'avais déjà fait une bonne part. Peut-être Tao. Moi, Tao, je l'ai découvert quand il était à $50, par exemple. Et il est monté à 700, donc c'est un x15. Alors forcément, j'ai vendu par palier, etc., etc. Mais par exemple, Tao, c'était une belle découverte. Et voilà, quelques coins comme ça qui étaient montés. Et voilà, par rapport à ça, c'est ça. Et on parle pronostic, du coup? Pronostic en termes de... Par exemple, BTC? BTC, 120, entre 120 et 175, je pense. Et j'entends qu'il y en a qui disent que ça peut monter jusqu'à 300 000, 500 000. À voir. Moi, personnellement, à partir déjà de 80K, je commence par palier, 80 100 000, parce que je sais que déjà, il y a barrière psychologique des 100 000. Donc déjà, je pense qu'à un moment donné, il va y avoir, quoi qu'il arrive, une correction de trucs. Mais déjà, donc prendre par sécurité des bénéfices entre 80 et 100 000, correction certainement, puis ça va repartir. Et moi, je vise entre 120 000 et 175 000, je pense. Ouais. Ça, c'est mon pronostic. Okay, pour BTC, vous voyez quoi, vous, BTC? Il faut se mouiller, là, il faut se mouiller, là. On met le maillot, on plonge. Moi, le BTC, je sens un scam. Oui. Moi, je sens venir un scam quand même. Parce que quand tu vois BlackRock, les sommes qu'ils mettent là-dessus, ils vont être une grosse baleine et je pense qu'ils vont sortir à un moment. L'action va chuter et rester à ce moment-là seront fait niquer. Moi, je pense que c'est ça qui se passe. Et combien, en termes d'estimation, à combien? Moi, je pense qu'il va redescendre à 16. Non, moi, je le short. Je le short, moi, le marché. Tu sais que les bières dans l'associé, ils attendent toujours à 16. Aussi, et donc, je l'attends à 16 et je rentre à 16. Tu vois moi, Elvis, ma question, c'est OK, ça va chuter à 16, OK. Mais toi, tu penses qu'elle va monter à combien avant de chuter à 16? C'est ça l'exercice. Ouais, monter à 150, OK, 180. Okay. Et là, j'aurai ma bille pour entrer, tu vois. Moi, je pense que ça va plus descendre en dessous de 50 000. Je pense que ça pourrait être décidé. Parce que s'ils sont dans une optique de scam, et en fait, quand tu vois la planche à billets qui a été tournée, c'est tellement énorme que j'ai l'impression que BlackRock va quelque part faire une sorte de partenariat avec l'État pour voler ce que les ont dans leur poche. Et il n'y a rien d'autre comme meilleure méthode que de faire ça. Parce qu'ils vont faire grossir le bébé jusqu'à ce que ce soit bien gros, bien juteux. Et là, ils vont sortir. Et quand ils sortiront, tous ceux qui seront restés seront fait avoir. Ça, Après, tu sais pourquoi je te rejoins pas tout à fait sur les 16 000? Parce qu'en fait, BlackRock, quand tu regardes à quel moment ils sont rentrés, le TEF, quand il est sorti, il était autour de 42 000, je sais pas. Et je pense que la moyenne des achats est autour de 50 000. Pour que ça descende à 16, ils seraient eux-mêmes en négatif. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Mais je pense pas que BlackRock, comme tu dis, vont se mettre en négatif.
Mais on verra. Ils se scamment eux-mêmes alors. Non, mais peut-être que des gens, par panique, vont revendre aussi à Non, perte, ouais, tu vois. ouais. Et donc, souvent, les gens, quand ils paniquent, surtout ceux qui s'y connaissent pas et qui ont pris juste du Bitcoin en se disant, ouais, moi, je prends que du Bitcoin, c'est la seule valeur sûre, le reste, je comprends rien. Ben, ceux-là, s'ils paniquent et qu'ils revendent en même temps. Ben... Mais après, je peux me tromper, mais les datas que j'avais en tête quand même, c'était, tu vois, quand tu regardes le graphe du Bitcoin, quand tu as la TH, à un moment donné, quand il redescend, il est plus censé descendre plus bas que son ancien ATH ou un truc comme ça. Un truc comme ça, en tout cas. Ouais, voilà, bon, ça c'est une petite parenthèse. Mais c'est pour ça que, ouais, après, voilà, comme tu dis, c'est chacun son optique. Moi, je pense que le BTC ne va plus descendre en dessous de 50K, je pense. Moi, je suis sceptique. Et toi, du coup, t'as pas dit, Mathieu, toi, tu le vois combien ce cycle-ci? Bah, ce qu'il y a, c'est qu'à voir un petit peu, parce qu'il y a 1000 possibilités différentes. Je le verrais facilement, entre guillemets, à 150. Je pense que 150, comme tu disais, par exemple, le palier des 100, là, on va pas le passer comme ça, je pense. Ouais. À mon avis, de toute façon, il y aura énormément de corrections entre-temps. Et je pense que quand on va arriver vers les peut-être 90, 95, les gens vont déjà mettre leur ordre de vente. Ça, c'est l'erreur aussi pour ceux qui justement investissent ou souhaitent investir. Généralement, vous vous dites, moi je revends à 100 000, mais en fait, tous les gens ils vendent à 90. Donc en fait, on n'atteindra pas cette somme-là. Après, monter à 150, mais j'en sais rien à voir. Si on monte à 300, 400, ça m'étonnerait pas. Dans le sens où le marché, l'air de rien, il change. Il y a de plus en plus d'adoption, alors peut-être que ça prendra beaucoup plus de temps, mais je sais pas. En fait, il faudra très probablement aller, si tout le monde vise 100, ça se trouve on n'y ira pas, et si tout le monde vise 150 et sort à 150, eh ben on ira peut-être beaucoup plus haut, et puis les gens vont FOMO et se dire merde, je suis sorti beaucoup trop tôt. Je connais une personne, je sais pas s'il a changé son opinion ou quoi, etc., mais c'était un YouTuber qui, lui, selon lui, le all-time high, ça sera 90 000. C'est le seul que j'entendais 90 000. Sinon, tous les gars que je suis, les indicateurs et tout, ils montent tous, 120, 150, ce genre de choses. Mais c'est intéressant, comme tu dis, parce que tu vois un peu le côté où quand il y a une sorte de chose où tout le monde est d'accord, on dit toujours ça se passe l'inverse. Et vu que tout le monde l'attend à 100, et comme tu dis, si ça se trouve, comme tu l'as dit, il va peut-être avoir une correction à ce moment-là, et puis après, elle passera. Mais tiens, d'ailleurs, tu me faisais penser à quelque chose. On parlait qu'il n'y a pas trop de retail. Moi, en tout cas, effectivement, les data montrent qu'il n'y a pas encore de retail, on est d'accord. Mais qu'on pourrait penser que c'est les institutions. Mais apparemment, les chiffres montraient que dans les ETF, c'est 60% de cas normal en fait. C'est pas forcément les banques, etc. Tu vois, aujourd'hui, on connaît même des gens qui. J'avais quelqu'un à la salle, on parlait de Bitcoin. Il dit, ah, Gaël, est-ce que je devrais pas acheter avec des ETF? Et donc, en fait, aujourd'hui, on pourrait penser que les gens qui veulent acheter du Bitcoin, avec tous les ETF, ils vont se dire, mais pourquoi je vais l'acheter sur telle plateforme alors que je peux passer par les ETF? Et on dit, les ETF, ils vendent ces institutionnels, mais ça se trouve, c'est peut-être juste des retail qui maintenant passent par les ETF parce que maintenant, ils entendent, ça a légitimé le truc, ça a plus de confiance, ils sont peut-être encore moins dans les alts, et puis ça monte, et on pourrait penser que c'est toujours les institutions et tout, mais je pense qu'apparemment, il y aurait peut-être 60% déjà qui se font via les trucs. Ouais, c'est ce que j'avais vu. Mais ça n'empêche, quoi qu'il arrive, que l'ancien ATH était à 3 trillions, là, il manque encore 600 milliards. Ouais. Et il y a quand même plus d'institutions qui sont quand même dedans. Donc vrai. je pense que voilà, si on fait le ratio, il y a quand même un peu moins de retail. Ouais, 100%, ouais. Et tiens, on a fait les pronostics sur le prix du BTC, mais les pronostics sur quelles sont les pépites qui vont exploser si on se dit par rapport à un narratif, quelles sont vos pépites? Moi, je pense que l'XRP, je pense qu'elle va faire un revirement de situation et repartir vraiment bien à la hausse. Et parce que j'en ai encore. je pense qu'il essaie de chiller son bag. Je sais pas combien de gens nous écoutent, mais je pense pas que ça va être possible. Sinon, l'Ether. Moi, je pense que l'Ether, c'est le deuxième truc qui va rattraper un peu ce qu'on a eu sur du Bitcoin, quoi. Okay. C'est une bonne question parce qu'il faudrait déjà que j'aie la liste devant. Par exemple, pour l'IA, l'IA, il y a plein de chouettes projets, mais l'alliance, justement, Fetch, Agix et Océan, donc ASI. Ça, je pense que c'est prometteur. Après, c'est pas pour ça que ça va performer, mais bon, c'est quand même un gros projet. 3 milliards de market cap, plus ou moins. Tao, ça m'étonnerait pas aussi. Et là, comme ça, je réfléchis, mais... Ça, c'est en IA, en Dépine? Dépine, Render, c'est ça? Render, je pense. Il y a Render, il y a Akash, enfin, c'est un peu les classiques. Pépites. Moi, j'avais un petit peu regardé tout ce qui était Chlore, je sais pas si tu vois. Oui, Chlore. Space aussi, tout je à pense. Fait. Ouais. Donc, c'est des projets que je suis. Alors, est-ce qu'ils vont performer? J'en sais rien. Surtout qu'en plus, c'est vraiment low cap, middle cap, donc beaucoup plus à risque. Tout à fait. Mais dans le real world asset? Je pense en premier, ce sera Ondo. Parce qu'il y a quand même un lien avec Coinbase et BlackRock et tout. Sinon, tous ceux qu'on connaît un peu tous, il y a Maple, il y a, si tu vois. Oui, tout à fait. Maple, il devient Syrup d'ailleurs. Le token va changer. Ok, ouais, ça par contre, j'avais pas suivi. Il y a TrueFi. Tu vois. TrueFi, ouais. Après, TrueFi, les data qui comparaient entre Maple et TrueFi, la TV, en tout cas, les chiffres sur TrueFi, ils n'étaient pas aussi performants que Maple.
Sur du, je devais parier sur, je serais plus sur J'avais les deux. Moi, personnellement, quand j'ai soldé Trophy. On verra. Le but ici, c'est que, par les pronostics, hein, vu qu'on c'est enregistré, X temps, quand on check, on voit les pronostics. Qui porte la montre. Est-ce qu'on va battre ETH? Ou est-ce que le Bitcoin sera à 16? Moi, je connais un qui a déjà perdu son pari. Ah, je rigole, parce que sinon, c'est visionnaire de ouf. Hein. Et tout peut arriver. Et donc, c'est vrai que oui, non. Non, moi, je regarde aussi beaucoup les volumes aussi pour l'instant. Parce que c'est vrai que, comme tu l'as dit, il y a des très bons projets qui n'ont pas de volume et des petits low cap. Et c'est pas parce que le projet est incroyable qu'il va performer. Je trouve il va complètement couler parce que la tendance elle est pas là. Et puis ça c'est un peu le problème. Hein. C'est un peu le meilleur projet dans un garage. Si le projet sort pas du garage. Ah ouais, il y en a plein comme ça. Donc, ouais. Parce qu'il y en a un aussi sur lequel je creuse un peu, c'est Dynex. Je sais pas si tu vois. Oui, Dynex, ouais. Au début tout le monde pensait que c'était un scam parce alors que c'est pas du tout le cas. l'équipe était complètement cachée. Maintenant ils font des événements partout. La CEO est bien présente. Ouais. Et ils vont lancer leur fameuse puce. Je sais pas si t'as suivi ça. Ça, j'ai pas suivi. Ouais, ils lancent une puce. Enfin, je vais pas rentrer dans les débats. Dior fait des propres recherches. Mais en 2025, ils vont lancer justement une puce qui va donner la possibilité justement de faire toutes les recherches quantiques, enfin analyse quantique, ainsi de suite. Ouais. Avec toute l'IA neuromorphique et ce genre de choses. Oui. Et donc voilà. Donc ils ont l'optique justement de développer cette fameuse puce. Et ils ont dévoilé leur roadmap sur 10 ans la semaine passée, je pense. Encore une fois, c'est un projet, ça vaut 33 millions. Donc c'est rikiki, donc ultra risqué. Par contre, l'année prochaine, ils lancent leur fameuse puce qui, sur papier, sera déjà beaucoup plus performante que celle de Google et autres. Ouais. Google, Intel, IBM et autres. Parce que ce sera 1000 qubits. Donc c'est une unité de mesure, justement. Nice. Et alors, à terme, dans 10 ans, ils souhaitent justement que cette fameuse petite unité, ce soit 1 million. Donc pour le moment, ce serait vraiment hyper prometteur. Et donc, cette fameuse puce, ce serait utilisé justement pour tout ce qui est santé, aérospatiale, IA et autres. Donc, à creuser, je me dis, intéressant. Et par contre, de ce que j'ai vu, encore une fois, faites vos propres recherches, ils ont levé 50 millions il y a vraiment pas longtemps. C'est la boîte qui a levé 50 millions. Donc, et il y a une équipe de 50 personnes. Donc, voilà. Okay. Après, ceci n'est pas du tout un conseil, mais c'est pour donner un exemple. Il y a certains projets qui, sur papier, ont l'air très prometteurs. Ça se trouve, si la tendance n'est pas là ou s'ils se plantent pour X raison. Hashtag Casper. Et donc, voilà. Et donc, pour RWA, les classiques, Centrifuge, ils ne performent pas du tout. Non, ils ne performent pas, c'est vrai. Pas du tout. Il y a Goldfinch, tu vois. Oui, ça fait ouais. Qui s'est cassé la gueule. Ouais, mais je sais pas si. J'ai vu justement une image sur Twitter où t'avais un gars, il a revendu et t'avais ses ordres de vente. Il en a tapé, j'invente, je me rappelle pas, mais style 40. 40, tu voyais tous les points rouges. Et il a fait que revendre. Du coup, ça a corrigé de dingue il y a 3 jours. Et entre-temps, il a repris 60% en un jour. Ah ouais, donc, dire que il a la force, ce projet. Mais la question à se poser, c'est. Parce que si c'est lui. Il n'y a pas que lui, évidemment. Un ordre en déclenche un autre, mais si cette Wales ou quoi a revendu, est-ce qu'il y a des choses à savoir derrière C'est toujours la question. Pas se dire opportunité, je rentre, parce que ça se trouve. Parfois, ça arrive. Le couteau, comme on dit toujours, ne jamais rentrer sur un marché. Ah oui, le couteau qui tombe. Le couteau qui tombe, ouais. Ouais. Mais c'est intéressant de parler whales parce que je sais que maintenant, il y a des gens qui s'amusent à faire le tracking des whales. Ouais, sur toutes les blockchains et tout, tu vois. Tout ça fait. Et par contre, on voit aussi que les whales, elles sont pas toutes. Il y a whales et whales, quoi. T'as les whales qui performent, et t'as les whales aussi qui, comme tout le monde, ils ont juste les plus gros buts, comme tout le monde. Ouais. Et tout le but, seulement, c'est de trouver les whales qui performent par contre. Et je sais qu'il y en a quelques-uns qui font ça, c'est pas mal. En tout cas, tous les projets que t'as dit là, j'ai tous un petit bag. On parlait. J'ai tous au moins 100 balles dessus. Et si tu me dis déjà que t'en as un certain paquet. Mais là, comme ça, je vois pas, je pourrais pas. Non, mais ce qui est bien justement, c'est qu'en faisant comme ça, en fait, automatiquement, on sort naturellement ceux qu'on a les plus de conviction, tu vois ce que je veux dire. Oui, c'est ça. Mais moi, celle où j'ai pas mal de conviction, c'est assis, comme je t'ai dit. Clearpool en RWA a bien performé aussi. Tout à fait. Ouais, ça, il y a beaucoup de volatilité dessus. Et t'as pas Memecoin, t'as pas? Non. Puis j'ai revendu et le problème c'est que pour déceler un bon memecoin, il faut qu'il performe et du coup c'est déjà entre guillemets trop tard. Ouais. Et ça tient sur rien. Par contre, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est un narratif qui fonctionne vraiment bien. C'est ça, quand on regarde sur le top 100 des cryptos, je sais plus combien t'as de memecoin, mais t'en as énormément. Donc en fait, les gens ils investissent dans n'importe quoi. C'est ça. Encore une fois, les fondamentaux, c'est pas si important que ça pour le trois quarts des gens. Non, j'allais dire pronostic, mais le bull run plus ou moins, le pic départ. Ah, le timing. Plus ou moins. Alors, je sais qu'à un moment donné, il y a un débat sur est-ce que le cycle ne sera pas avancé. 4 fois que ça a été tombé à l'eau. Je sais que quand on fait. Ouais, sur différentes datas, il y en a qui disent quand tu prends le temps de tel temps, et ils arrivaient plutôt. Il y en a qui disaient peut-être début 2024, mars, avril. Il y en a qui arrivaient plutôt au niveau de l'automne, septembre, octobre. Moi, je pense qu'il va y avoir un peu
un premier pic. Alors déjà, ce qui est bien, c'est que je pense qu'à la base, le quatrième quadrimestre maintenant est censé être pas mal. Donc je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Je pense certainement peut-être un deuxième pic. Il y a tous des bacs. Les market makers, ils font en sorte que pendant les fêtes et tout le monde est là, ils en parlent entre eux et tout, etc. Comme ça monte. Puis après, de plus, tu as une correction. Je pense que le premier trimestre, tu as une correction. Enfin, tu as une montée. Puis donc, tu as une correction pour avoir une autre montée encore pour arriver pour faire un truc. Donc moi, je pense que avec toutes les corrections, les montées et tout 2025, avec genre, à partir de maintenant, je pense 3 moments. Un maintenant, un début mes quadrimestres, et enfin trimestre plutôt, peut-être aussi plus vers la fin, donc il y aura plusieurs opportunités. Mais je pars aussi du principe que, entre guillemets, même si maintenant il y a une grosse correction sur les alts, il y a quand même des alts qui ont déjà fait des performances, Bitcoin a fait des performances, et que s'il y a des gens, alors il y en a qui ont déjà pris leurs bénéfices, et il y en a qui attendent de prendre leurs bénéfices, et tu sais, parfois j'ai remarqué, tu rentres dans un coin, il y a des gens qui sont rentrés à tel niveau, et quand le coin arrive à tel niveau, ils sont peut-être déjà en x5, x10, mais toi, quand tu rentres là et que tu dis j'attends un x2, t'es plus dans leur zone. Ton x2, il va jamais arriver. Et par rapport à la sécurité de où on en est, il y a des coins qui ont déjà fait des x5, enfin, ils ont peut-être x10, ils ont corrigé à x5. Maintenant, pour faire un x2, quelqu'un qui rentre maintenant, ok, c'est un x2, mais il y a des gens, s'ils ont toujours attendu, ils sont toujours en x10. Et donc, moi, personnellement, je vais quand même sécuriser en prenant des bénéfices dès que je peux sécuriser mes mises pour être plus tranquille et surfer la montée. Mais je sais que tout le challenge, c'est pas vendre trop tôt, s'il y a la phase exponentielle qui arrive, mais pas vendre trop tard aussi. Et c'est ça un peu toute la difficulté, mais voilà, j'essaye de mettre des paliers, vendre par palier, comme tu disais, en fonction de la... Voilà, donc c'est pour ça que moi, en fait, le truc temporel, je regarde un peu moins parce que je mets des paliers sur chaque crypto, et si ça les atteint pas, je suis quand même les indicateurs de cycle qui montreraient un top. Je sais pas, je dis juste par exemple le RSI qui est à 90, je crois que déjà je vais déjà décharger pas mal. Mais je vais quand même dire au moins de sécuriser mon bag le plus vite possible en tout cas. Quand je voulais aussi faire le pronostic sur les crypto-pépites, mais moi en IA, Tao d'office, mais Tao pour moi il est à 500, tout le monde l'attend à 1000, peut monter à 2000, il y en a même qui dit 3-4 000. Mais à partir de maintenant, x2, x4. Bon, ok, mais c'est pas là, c'est là on va trouver le plus de performance, tu vois. J'en ai encore, mais par contre, parfois, juste surfer sur avec un gros montant et ça monte, c'est très bien, tu vois. C'est une manière de dire, au lieu d'être dans le BTC, je suis dans Tao, c'est sûr que ça va monter. Mais par contre, moi, je suis là, faites aussi, comme tu dis, les bas, mais moi, NIR, je table sur NIR. J'en avais, je l'ai plus. Layer One, là, avec le fondateur qui est, il est en contact avec le gars d'NVIDIA. Lui, à la base, déjà, le gars qui a créé NIR, il est dans l'IA de base, à la base. Et donc, je pense qu'il y a des. Par exemple, j'ai pris des bénéfices dans Tao en me disant Tao, s'il peut faire qu'un x4, alors que NIR, juste pour arriver à son ATH, c'est x4. Et je sais qu'il va. Enfin, c'est pas que je sais, j'ai des convictions sur NIR qui va dépasser. Et donc, je préférais rebalancer en NIR le truc aujourd'hui. Et je dirais qu'en termes de pépites, il y a Based AI. Je connais des gars qui disent que ça peut être le prochain Tao, entre guillemets. Et si c'est le cas, ça peut être incroyable. Et j'entends aussi qu'il y a le narratif de tous les agents autonomes en IA. Et je sais qu'il y a Spec, qu'on entend pas mal. Et alors, on n'entend pas, un projet qui s'appelle Morpheus, M-O-R. Pour l'instant, on n'en parle pas. Mais je pense que c'est un bon projet dans agent autonome. Et donc, je dirais, pour résumer, même s'il y en a plein, je dirais NIR, Based AI, Spec, ce serait un peu mes high bets en IA. Dans le Dépine, RNDR, Akash, tout le monde est dessus. Mais j'entends que Nosana, sur la blockchain Solana, je sais qu'il y a GPU, Node AI, qui est le ticker GPU, et IOS, qui est pas mal. En plus, IOS, au niveau tokenomique, ça visite, tout c'est fini, etc. Donc, je dirais. Après, je sais aussi qu'il y a. Alors là, j'en ai plusieurs, parce qu'il y a aussi AR qui est pas mal. Je sais qu'AR vont sortir un truc avec AO Computer, AO qui sera aussi un autre truc, donc il y a un projet derrière. Et je sais qu'il y a le Live EPR, donc LPT, où il y a carrément Grayscale qui avait sorti un trust. Ouais, c'est un trust sur différents cryptos IA, et il y avait Tao dedans, il y avait LPT, etc. Et je me dis, si les institutionnels s'intéressent à un projet en général, c'est pas pour rien. Parce que dès qu'ils ont sorti, ils ont sorti un trust sur Tao, boum. Ils ont sorti un trust sur Sui, boum. Et LPT est quand même dans leur trust, donc je me dis qu'il y a peut-être une raison. Ah oui, et alors je sais qu'il y a aussi apparemment World Mobile Token, qui, tu vois, quand on regarde ce que Helium a performé avec les téléphones et tout sur Solana, je sais qu'eux, ils ont un peu un projet comme ça, qui est pas mal. Donc je sais que ça fait beaucoup, mais ça, c'est un peu mes pépites à côté de RNDR, Akash, qui je pense qu'on peut avoir un beau potentiel. Et dans le Real World Asset, tu as parlé de Hondo, je sais qu'il y a Mantra, OM, c'est connu, mais je sais que tu as pas mal performé, et je sais que Hondo, il y a une grosse libération de tokens en janvier. Et donc, je sais que ça commence à se pricer. Les gens, ils sont tout doucement. Alors, ils espéraient soit que ça performe avant janvier pour le truc, et comme ils ont déjà performé, c'est des gros trucs. J'ai toujours un petit bag dessus, mais par contre, c'était Seapool, effectivement aussi. Et j'ai entendu parler aussi de Chex, HEX, Shintai et tout, etc., qui ont la dérégulation et tout, etc. Du coup, ça a déjà bien monté, donc je crois que je vais attendre un retracement ou un truc comme ça. À l'époque, on parlait de Rio, mais Rio, j'ai cru entendre qu'ils allaient doubler la supply ou un truc comme ça. Donc, du coup, ça me parlait un peu moins. Ouais, j'ai entendu un truc. Tu as aussi entendu ça. Donc, moi, j'étais plus sûr aujourd'hui, je devais mettre. RSR, Reserve Right, qui est en fait dans les. Ils vont sortir c'est dans les. C'est une sorte de c'est les flatcoins apparemment. C'est des stablecoins, une certaine technologie. Et justement, avec tout le truc des BRICS, des USDT, etc., ça peut être pas mal. Donc, je dirais RSR en tant que leader et Seapool Chex. Après, voilà.
je partage juste des high conviction. Je dis pas qu'il faut rentrer parce qu'il faut regarder les graphiques. Par exemple, je pense pas que je rentrerai aujourd'hui dans les tokens, dans les 2 derniers par exemple. Mais si à un moment donné il y a des corrections ou quoi, si je devais rentrer sur des tokens, je dirais ces 3-là. Dans le gaming, je dirais Super et BIM, même s'il y en a plein d'autres, mais je dirais mes 2 gros projets, c'est ça. Et alors dans les meme coins, moi c'est le côté où, comme je disais, je prends sur chaque blockchain. Et par exemple sur ETH, il y a PP, MOG, et il y a aussi, et PPCoin n'est pas encore trop connu, mais en fait PPCoin apparemment c'était le premier en fait PP. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à l'époque, il y a eu un bad buzz entre un des partis qui avait un certain discours, et donc ils ont été un peu forcés de changer. Et après, il y a des gens qui ont repris PP, et PP a explosé, mais eux maintenant, c'est les vrais OG. Sauf que PP, en fait, c'est eux qui sont derrière aussi Based AI. Et en fait, dans chaque projet, il y a un truc. Je sais qu'ils sont en train de lancer avec PPCoin, il y a un cakebot, un robot, en fait. Donc, il y a quand même une certaine utilité, etc. Ouais. Et donc, PPCoin, MOG et Nero, je pense Nero, je crois que c'est fin de lien avec Doge, je sais pas si c'est le frère ou un truc comme ça, etc. Alors, Doge, forcément. Doge, en plus, je sais pas si vous avez entendu, mais il y a Elon Musk qui dit qu'il veut lancer le Department of Government Efficiency. Et c'est les acronymes de. Parce qu'ils commencent à se réactiver, donc je pense que Doge en fait une performance. On parle beaucoup aussi de Bitcoin avec les ordinals, les runes, etc. Et donc la question que je me posais, c'est quoi les 2 meme coins principaux? Et je sais que sur Bitcoin, il y a le Dog. Alors, Ordi à l'époque, j'entends parler des articles, ouais, il y a Ordinals, le protocole Ordinal qui arrive. Et je vois Ordi, il était à $3 à cette époque-là. Et je veux rentrer dans Ordi, mais forcément, quand tu as plein de coins, à un moment, tu n'as plus de liquidité, tu dis, j'attends de liquidité pour rentrer. Il a fait un x30. Et je l'ai vu, j'étais là, j'aurais pu mettre dans Ordi. Il a bien recorrigé, donc peut-être que, voilà, en général, on dit toujours que les coins qui ont fait une performance au premier, dans l'attraction, ils peuvent remonter. Solana, il y a WIF, Bonk et éventuellement Pocat, mais moi, je dirais WIF. Sur la blockchain Base, il y a Brett, qui est le meme coin numéro 1. Après, il y a aussi quelques challengers. Il y a Toshi, il y a Miggles, il y a Degen. Il y a Tone qui est en train de cartonner. Ah oui, Tone en l'air 1. Et Tone, le numéro 1, c'est Redo, Resistance Dog, qui d'ailleurs, quand le CEO s'est fait. Voilà, ils sont ici en France, ils ont même carrément mis le ticker de Redo sur le ticker Tone, en fait, à la place. Après, dans les layers qui arrivent, moi, je pense que Sui, Aptos et tout. Apparemment, il y en a qui sont en mode. Actuellement, c'est Sui. Il y a peut-être Aptos qui pourrait rattraper. Il y a peut-être Sei qui pourrait aussi performer. Donc, ma question, c'est quel est le meme coin dans chaque? Et sur Sui, ouais, après, il y a pas mal, c'est difficile, mais je pense que le plus gros, c'est Hippo, mais voilà. Sur Sei, il y a Seiyan. Et sur Aptos, je crois que c'est Gui Inu. Ouais, donc tu vois, il y en a plein, tu vois. Il cherchait Avax, il y a Kokinu, etc. Mais voilà, je mets une petite bille. Après, là, je vais pas rentrer maintenant. Mais aussi, après, comme je disais tout à l'heure, le DEX principal de chaque. Mais juste si on voit aujourd'hui les réseaux qui cartonnent, tu as Tone, Solana et Sui. Donc, je sais que par exemple, sur le réseau Base, il y avait Aero et Well qui sont en train d'exposer. Et récemment, en plus, il y avait un truc qui s'appelle ALB, Alien Base, qui est un DEX. Il est en train d'exposer aussi, par exemple. Je dirais en termes de. Ah, les pépites, les vraies pépites. Je dirais 3. Il y a Linea, un layer 2 sur Ethereum qui est géré par Consensus, qui gère MetaMask et tout, etc. Ils ont des gros budgets, etc. Et pour moi, à un moment donné, ils vont avoir leur heure de gloire. Et le meme coin numéro 1 sur Linea, c'est Foxy, une sorte de renard comme ça. Okay. Et donc moi, j'ai beaucoup de convictions aussi sur Foxy. Et alors, il y a un réseau qui s'appelle Mantle, où le meme coin numéro 1, c'est Puff. Et pareil, ils n'ont pas encore explosé. Tu vois, quand tu regardes leur courbe, tu vois que les meme coins sont dans le rouge. Un jour, ça explose. Et ces deux-là, donc, PPCoin, Foxy, Puff, je pense que ça peut faire pas mal. Et je dirais un dernier, c'est NIR. Parce que NIR, moi, j'ai des grosses convictions sur NIR en IA. Et pour l'instant, personne n'en parle. Et le meme coin numéro 1 sur NIR, c'est Black Dragon. Ok. Et d'ailleurs, le DEX principal sur NIR, c'est Ref Finance. Et moi, je me dis, le jour où NIR va être en valeur, en tout cas, c'est mathématique. Certainement, quand un réseau prend la valeur, les projets dessus montent. Donc, je pense qu'il y a des cartes à jouer. Et là, franchement, je crois que je dis pas de bêtises, mais millions ou un truc comme ça. Et quand tu regardes déjà les volumes, tu vois qu'il est déjà en train de monter. Et je me dis, si dans le pic du bull run, NIR vraiment truc, et Black Dragon devient vraiment le meme coin numéro 1 qui explose, il y a des trucs de. Je pense qu'il y a des trucs. Mais donc, pour résumer, moi, mes grosses convictions dans tous ces IA meme coin, et ma strat pour les leaders de narratif, quand aller chercher des pépites qui voilà, c'est trop risqué. Alors je le fais aussi, mais c'est trop risqué. Voilà, j'ai NIR aujourd'hui par rapport à NIR, Base AI, Spec est mort. Et dans les meme coins, si je me dis OK, PPWIF, Foxy, Puff, PPCoin, voilà peut-être un sur Sui, Blub ou un truc comme ça, et ça peut être, je pense, ça peut être pas mal. Et comme je dis, on s'est enregistré, on en parle dans un an. C'est avec le Casper. On se revoit dans un an ou 6 mois, on verra un petit peu. Et voilà, mais merci en tout cas pour la valeur. Merci à vous pour l'invitation et l'échange entre nous et tous nos auditeurs en tout cas. On a bien rigolé en tout cas. C'est sympa. Merci en tout cas, à plus. À plus.